Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Vive ta ville. Après Lyon lundi, où nous étions et où vous étiez 1,5 million de personnes à nous suivre sur le digital, nous sommes installés ici à Grenoble cet après-midi à la Haute Vitesse, mondialement connue pour ses célèbres Jeux Olympiques de 1968. Je salue une fois de plus nos amis de la région Auvergne-Rhône-Alpes et son président qui avait tenu à faire 2 étapes avec nous. Après Lyon, c'est Grenoble, Laurent Wauquiez, mais également le président de la région qui a fait avec nous véritablement 2 beaux succès. Parce qu'on va avoir 2 belles émissions et c'est aussi ça important, c'est montrer tous ces chefs d'entreprise qui sont là. Ne pas oublier également Christophe Ferrari qui fait un travail formidable, qui est le président de Grenoble Alpes Métropole. Et puis Éric Piolle, le maire de Grenoble qui nous reçoit aujourd'hui. Un merci tout particulier, un grand merci à Jacques Rebaud, qui est le président du merveilleux club des Brûleurs de Loups, la fierté grenobloise, qui nous a beaucoup accompagnés, beaucoup aidé à monter cette seconde étape en région Auvergne-Rhône-Alpes, je vous le rappelle. Alors aujourd'hui, vous la voyez à côté de moi. Oui, d'habitude vous la voyez sur TF1, d'habitude vous la voyez tous les soirs. Mais elle est aujourd'hui à mes côtés pour co-animer cette émission. C'est une grande première pour elle. On le sait, elle a l'habitude des scènes, elle est un petit peu des paillettes, des parquets. Elle vient d'un pays que j'affectionne tout particulièrement, un pays merveilleux, l'Australie. Elle s'est toujours dépassée, c'est une grande dame, une grande artiste aux multiples talents. Et c'est avec un très grand plaisir que j'accueille devant vous, derrière le micro de Vive ta ville, aujourd'hui, ici à Grenoble, Katrina Patchett. Vous pouvez l'applaudir. Ici, tous ensemble. Allez, vas-y, voilà. Tout le monde applaudit Katrina Patchett. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir à nos côtés. Oui, c'est un plaisir pour moi également. Alors, Katrina, ça pourrait être une scène de danse ici, presque. Ça pourrait, mais il faut que je sois debout du coup. C'est ça, on ne va pas le faire tout de suite. Si justement je te dis danse, tu me réponds quoi? Danse, c'est pour moi c'est la vie. Pour moi, je peux pas vivre sans la danse. C'est comme respirer pour moi. C'est comme respirer. Alors, derrière la respiration, il y a aussi la rigueur. Bien sûr, on a rien sans beaucoup de travail, sans garder notre objectif en tête, sans la rigueur, sans continuer à se foncer vraiment vers nos rêves. Et puis sans nos partenaires médias aussi, qui nous accompagnent. Bien Comme sûr. vous le savez, le Dauphiné Libéré qui fait un travail formidable, Max FM, des Indés Radio, nos 130 partenaires radio, Actu.fr Grenoble, mais aussi CNews, France Télévisions, toutes les équipes qui sont à nos côtés, les 200 partenaires médias qui relaient cette émission. Sans plus attendre, notre première invitée qui est arrivée en courant. C'est pour ça qu'on a 3 petites minutes de retard. Veuillez l'excuser. Il s'appelle Pierre-Emmanuel Chaud, il est sympa, il a le sourire, il a la pêche, parce qu'il fait partie du team France Export. Et à ses côtés, Solène Navarro, jeune embauchée de ST Microelectronics. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous allez bien? Super. Bon, alors Pierre-Emmanuel, parle-moi un petit peu de tout ce que tu fais avec TFE. TFE c'est quoi? Vas-y. Ok, en global donc. Ouais, c'est pas une interro, hein. Non. Bah, Voilà. dans le cadre en fait de la Team France Export, j'accompagne en fait au quotidien des PME, plutôt des petites entreprises qui ont moins de 50 salariés et qui souhaitent se développer à l'international. Donc je les aide en fait en leur apportant des opportunités de business, en les aidant à participer à des missions collectives ou des prospections individuelles ou exposées sur des salons en fonction de leurs besoins. Ok. Bon, par contre, je voulais savoir en fait comment vous élaborez votre stratégie à l'export avec la TFE. Alors, comment j'élabore ma stratégie à l'export avec la TFE? En fait, dans le cadre de la TFE, ce que je fais, donc j'ai un portefeuille d'entreprises que j'accompagne et je cherche à rencontrer en fait le maximum d'entreprises pour faire le point sur leurs ambitions, leurs projets à l'export. Et dès que je sens que l'entreprise elle a des moyens pour aller à l'export, elle a une offre qui peut avoir des avantages concurrentiels, et ben je lui propose les solutions de la Team France Export qui vont lui faciliter la vie, qui vont lui faire gagner du temps et qui vont lui permettre d'aller plus vite dans son développement à l'export. Il faut rappeler, TFE, le Team France Export, oui. C'est
C'est BPI France. C'est l'alliance en fait de l'Agence nationale d'appui à l'exportation, donc qui s'appelle Business France, et du réseau CCI à l'international, donc qui est présent dans l'ensemble des régions de France. Et BPI France. Et BPI France, qui est un partenaire fondateur, bien entendu. Bien évidemment. Quand on parle du rôle des CCI, c'est un rôle aussi important. Complètement. Tu peux nous en parler? Alors, sur l'international, en fait, le rôle des CCI, c'est en fait d'aider donc les entreprises, donc faciliter en fait l'export des entreprises. Aussi bien, en fait, c'est bien de faire de l'export, mais c'est mieux que ça rapporte. Et c'est important aussi d'éviter d'avoir des produits qui sont bloqués en douane. Donc nous, là sur Grenoble, en fait, j'ai 4 collègues qui sont spécialisés sur toutes les questions techniques de réglementation du commerce international pour aider les entreprises à éviter les pièges de la réglementation à l'international. Et puis après, moi, je prends le relais sur des entreprises qui sont du secteur industrie et clean tech pour les accompagner à développer, à trouver des partenaires et à développer des clients à l'export. Alors, quand vous êtes de ce côté-là, pensez à bien regarder la caméra qui est en face de vous. Ouais, ok. Plus que de me regarder moi. Ouais, ok. Même si j'ai beaucoup de plaisir à converser. C'est plus facile. Ben voilà. On va passer à Solène. Solène Navarro. Alors, parlez-nous, avant de parler de vous, parlez-nous de l'entreprise dans laquelle vous avez été recruté, ST Microelectronics. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé chez notre partenaire? Alors moi c'est assez récent, ça fait un peu plus d'un an. Donc j'ai été embauchée l'année dernière. J'avais effectué mon stage de fin d'école à ST Microelectronics. En alternance? Non, c'était un stage de fin d'études. D'accord. Et donc j'ai été embauchée à la suite. Et vous avez fait quelle école justement? Alors l'école que j'ai fait, c'est une école à Grenoble d'ingénieurs, donc FELMA. C'est une école spécialisée en physique, électronique et matériaux. Ok. Et maintenant, au sein de ST Microelectronics, vous avez des responsabilités? Oui. Voilà. En tant qu'ingénieur, oui. Exactement. Vous travaillez sur quel sujet actuellement? Alors moi, je suis ce qu'on appelle un ingénieur vérification. Donc ce n'est pas forcément parlant pour les non-initiés de la microélectronique. L'ingénieur vérification, il va être en charge de vérifier que le design implémenté donc, par les designers respecte bien la gamme de spécifications décrites par les architectes du circuit. Donc c'est un métier, en fait on est responsable du produit avant son entrée en production. Aujourd'hui les coûts de cycle des produits en microélectronique sont très longs, donc ça va être des coûts de développement très importants et c'est important qu'avant d'envoyer en production, le produit soit fiable. Donc mon métier aujourd'hui consiste à développer des tests pour tester toutes les fonctionnalités du circuit. Une question de Catherine Pachette. Et comment en fait travaillez-vous avec votre écosystème? Alors, moi, ce que j'apprécie dans mon métier, c'est que c'est un métier un peu à la frontière de différents domaines. Okay. Il y a l'architecture des circuits, il y a également l'implémentation, il y a tout ce qui est plus côté utilisation, donc logiciel embarqué. Donc, c'est un métier un petit peu transverse. Il y a beaucoup de travail d'équipe, on interagit avec les différentes équipes, on fait des retours, etc. C'est bien. Peut-être un dernier mot, peut-être sur la Team France Export que vous vouliez dire? Alors, la Team France Export, la Team France Export, en fait, c'est vraiment un facilitateur d'export pour toutes les PME qui ont envie d'avancer et de se développer à l'export. Voilà. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. ST Microelectronics, partenaire du Big Tour, c'est aussi quelque chose quand même de très important de le faire ensemble. Je crois qu'il y a Thierry Bochon qui est directeur du site de Grenoble de ST Microelectronics qui vient d'arriver en courant. Continue à courir, Thierry, viens. Allez, viens, vas-y. Ça c'est le direct, c'est le direct. Elle s'est très bien débrouillée. Hein. Oui, non, mais j'ai pas de doute. Ça, c'est super. Alors, ST Microelectronics a annoncé la neutralité carbone pour 2027. Je ne me trompe pas? Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Il faut vous approcher surtout du micro, parce que soit ils vous ont pas briefé, soit vous êtes trop grand. Mais il y a le deuxième. Alors, effectivement, notre PDG... Merci d'être avec nous. Notre PDG Jean-Marc Chéry a annoncé effectivement l'objectif de la neutralité carbone à échéance de 2027. Ce sera les 40 ans de notre société. C'est dans la continuité de quelque chose qui est une préoccupation de notre société depuis longtemps, puisque début mai, nous avons publié notre 25e rapport de développement durable. Donc depuis très longtemps, ça fait partie de l'ADN de ST Microelectronics de s'occuper de l'environnement et de faire attention à la façon dont nous concevons nos circuits, dont ils vont être recyclés, utilisés. Très bien. Alors, quand on parle de ST Microelectronics, c'est aussi un grand champion mondial. Vous pouvez nous donner quelques chiffres de l'entreprise,
Le nombre de bien sûr. salariés, le nombre de pays, les implantations. Alors, on est 48 000 employés dans le monde. Avec donc ST Microelectronics, c'est une société franco-italienne à l'origine, donc avec le français Thomson Semiconductor et l'italien SGS qui se sont mariés en 1987, d'où l'origine de cette société. On est effectivement ce qu'on appelle une société IDM, c'est-à-dire que nous avons nos propres fabrications, nos propres unités de fabrication, ce qui est très important, et on l'a vu avec la crise des semi-conducteurs, on voit qu'il est important d'avoir nos propres ressources. On est en train de multiplier nos capacités de production, à la fois en France, en Italie et partout dans le monde. Bien évidemment, je ne vais pas vous citer tous les pays dans lesquels nous sommes impliqués, puisque Oui. on est à peu près partout dans le monde. Vous parlez de la crise des semi-conducteurs. Oui. C'est important que vous en parliez un petit peu à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Oui, alors c'est une crise. Bon, bien évidemment, tout le monde a en tête cet épisode de pandémie Covid qui nous a frappé à partir de 2020. Et de manière intéressante, en 2020, on a vu un ralentissement de l'économie. Donc, par exemple, l'industrie automobile qui a ralenti. Et pour autant, les confinements ont fait qu'il y a un autre marché qui a explosé, le marché des ordinateurs, des imprimantes, des consoles de jeux. Et donc, il se trouve que ce marché ne se démonte pas. Et le marché automobile repart. Et un élément extrêmement important à comprendre. Vous le confirmez, ça, le redémarrage du marché automobile? C'est les commandes, on voit bien que Voilà. tous les vendeurs de... Donc dites-le, parce que souvent c'est pessimiste là-dessus. Vous ne l'êtes pas. Tous les fabricants, effectivement, aujourd'hui annoncent des délais à cause en partie de leurs fournisseurs, et dont nous faisons partie. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'une voiture, ça s'assemble en un jour. Une puce électronique, Oui. ça met 3 mois à se fabriquer, 3 à 4 mois. Donc à partir du moment où les gens passent les commandes, il va falloir attendre 3 à 4 mois que les premières commandes arrivent. D'où quand les gens râlent parce qu'on n'a pas la voiture tout de suite, ça vient de là en fait. Et c'est parce qu'on aime bien râler. Déjà, parce qu'on est français, c'est ça, Voilà. c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, mais C'est un scoop, c'est un scoop. ce qui est important à comprendre, c'est qu'on parle de pénurie, mais en réalité, il y a tout un pan de l'économie qui s'est arrêté pendant 2 ans, mais il y en a un autre qui a continué. Et en fait, on a une accumulation, c'est-à-dire que la demande est bien supérieure à ce qu'elle était avant la crise. Bon, tout ça, on verra. On sera en duplex tout à l'heure avec Olivier Véran de Paris pour cette belle émission, parce que c'est aussi une personnalité très connue dans la région. Il n'a pas pu être là parce que, comme vous le savez, c'est l'Assemblée aujourd'hui. Et donc, on fera faire un duplex avec lui tout à l'heure. Merci infiniment. Merci à M. Chéry, le président. Merci à toutes les équipes de la communication d'ST Microelectronics de nous accompagner, que je vois juste derrière en backstage, que je salue parce qu'elles sont super et super depuis beaucoup d'années. Merci, à vous. Merci à vous. Merci infiniment. Est-ce que tu connais le secteur bancaire en France? Le secteur bancaire? Oui, toutes les banques françaises, etc. Est-ce que tu sais que toutes les banques françaises, depuis le mois de mars 2020, avant aussi, elles ont fait un travail formidable? Parce que durant la pandémie, tu sais, les chefs d'entreprise, ils voyaient plus de commandes arriver. On était pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Et là, 24 mois. Eh bien, les équipes de... Personne s'y attendait. Hein. Non, mais je peux te dire que tu n'as pas une marque de banque qui a fait défaut. Les gens se sont mobilisés, les gens se sont battus. Les gens ont tout simplement permis aux entreprises de continuer à vivre et aujourd'hui de revivre. Oui. On a parlé du prêt garanti par l'État, on a parlé également du chômage partiel. Et en fait, je suis très très content aujourd'hui de recevoir la patronne, mais j'allais dire une amie, la directrice générale de la banque, de la Fédération française bancaire. Bonjour Patrick. Bonjour, la FBF. Maya Attic qui est avec nous aujourd'hui. Et Michael, qui est, alors là c'est Mobiliance. Tout à fait. Michael de Mobiliance, tu es devenu noble. C'est Océlie. Hein. Océlie, tout à fait. Océlie, président départemental de Mobiliance Isère. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ça va? Super bien. Également. On m'a dit, mais comment tu vas faire pour maintenir aujourd'hui l'émission avec tout ce qui tombe en pluie? Ben, j'ai dit, on maintient. Voilà. Et puis, on le voit, vous avez le sourire, vous avez la pêche. On associe la Fédération bancaire française et Mobiliance, les entreprises de la mobilité. Si tu permets, on va démarrer avec Maya. Bien sûr, avec plaisir. Maya, en quoi la proximité, c'est très important, et souvent la proximité humaine d'ailleurs, oui, est-elle spécifique à notre modèle, au modèle français? Alors, la proximité, c'est d'être au contact, c'est d'écouter les besoins de ses clients, c'est d'essayer de leur apporter la solution la plus adaptée possible. Ce n'est pas, comme ce qui se passe dans beaucoup de modèles,
de dire, écoutez, il y a ce qu'il y a sur étagère, et puis débrouillez-vous avec ça. Non. La proximité, le fait d'offrir aux clients la possibilité aussi, soit de tout faire en digital, soit de parler à une personne qui va répondre à vos questions, d'aller la voir en agence. La possibilité d'offrir tout ça, c'est plébiscité en France. 5 Français sur 6 trouvent même ça rassurant de pouvoir joindre une personne. Les plus jeunes, parfois, se disent « Oh, j'ai pas beaucoup de besoins, je peux tout faire à distance. » Mais en fait, au fur et à mesure que les besoins deviennent plus complexes, comme d'avoir un crédit sur 20 ans, ou bien de devoir malheureusement aussi gérer des événements comme une fraude ou un problème financier, là, c'est vraiment important d'avoir une personne à qui parler. Et le fait que les banques françaises proposent les deux, qu'elles soient très digitales, mais aussi physiques, avec 36 000 agences, c'est une spécificité européenne. On va y venir justement avec Catherine Pachette, parce qu'on dit souvent que durant cette période-là, depuis le mois de mars 2020, le digital nous a sauvés. Alors, il y a peut-être une question de Catherine. Oui. Pourquoi en période de crise, ce modèle physique et digital est d'autant plus important? Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Oui. Celui qui concerne les prêts avec la garantie de l'État. Ces prêts, ils ont nécessité de rassurer les clients, de leur dire « vous allez avoir votre réponse ». On va regarder votre dossier le plus rapidement possible. Parfois, 3 jours, c'était trop long pour eux, mais le fait de pouvoir dire au bout de 2 jours « je veux savoir où ça en est », c'était beaucoup mieux que d'avoir une machine qui le processait. Et d'ailleurs, il n'y a quasiment aucune banque en ligne qui a accordé un PGE. Les PGE ont quasiment tous été faits par des conseillers physiques. Je vous donne un autre exemple dans le domaine des populations en grande précarité qui reçoivent des allocations sociales en France. Il y a à peu près 1 million de personnes tous les mois qui ont besoin d'aller en agence pour les retirer. 1 million de personnes. Ça fait beaucoup de personnes. Oui. Et ces personnes-là, pendant la crise sanitaire, début avril, début mai, début juin, quand on découvrait complètement le confinement et ce que ça voulait dire, elles ont pu trouver une réponse en agence. On s'est organisé à la fois pour faire le maximum en digital et tout ce qui était nécessaire physiquement sur place. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, justement? Je dis tout à l'heure qu'il y avait un élan incroyable des banques. C'est-à-dire que je pense que les patrons de PME, les patrons de TI, de TPE ont redécouvert ce qu'était leur banque. Oui, je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard. Et c'est aussi pour ça qu'on est très content de participer au Big Tour et de se montrer collectivement aux côtés des entrepreneurs. Oui. Les banques partout participent à des salons, participent à des rencontres. Elles sont très présentes. Et on a au niveau de la fédération 103 comités territoriaux. Mais le fait de dire on a été à un moment donné de crise capable d'être très présent partout, mais ça veut dire qu'on est tout le temps là en fait. Donc on s'en aperçoit un peu moins. Et c'est vrai qu'effectivement, en temps normal, on a moins besoin immédiatement d'avoir quelqu'un. Mais savoir que c'est là, c'est un élément rassurant. Comme je l'ai dit, pour 5 Français sur 6, accéder, même si quasiment tous ont accès à des outils digitaux, le fait de pouvoir se dire j'ai un accès physique, c'est un élément rassurant. Oui, il faut s'en souvenir. Très important. On va passer à toi, Michael. Oui. Tu es prêt? Toujours. Tu es en costume, tu es magnifique. Ça change du bleu. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pour moi que tu dis ça? Du bleu de travail. Ah, d'accord. Le bleu de travail. Oui, parce que Mobiliance... Je pensais qu'il était en train de te taquiner un petit peu là. T'as vu ça? Alors justement, la question qu'on a à te poser, pourquoi Mobiliance est présent sur le Big Tour, aux côtés de la Fédération bancaire de française et de tous les autres partenaires? 300 partenaires sur la tournée, je le rappelle à tout le monde. Mobiliance est présente parce qu'aujourd'hui, en termes d'image, effectivement, on est dans l'innovation, on est en train de... On a un mouvement dans l'automobile aujourd'hui, dans le vélo, également dans la moto, dans le camion. Aujourd'hui, tous nos corps de métier sont en train de changer. Il y a eu des annonces pour 2035 qui sont assez importantes. Et du coup, on a besoin aujourd'hui d'innover énormément et donc de se montrer sur des étapes comme le Big Tour. Et quel message souhaitez-vous passer durant cet événement? Le message important, c'est que malgré les annonces qui ont été faites, on a des métiers qui vont continuer, qui vont perpétuer. Et du coup, on a besoin d'embaucher des jeunes, on a besoin d'embaucher du monde. Combien de personnes vous cherchez à embaucher? Aujourd'hui, j'ai pas les chiffres exacts, mais moi, en tant qu'agent Citroën, déjà, on cherche 5000 postes, rien que
la marque. Donc, ce qui veut dire que 5000. Mais dis donc, Maya, il n'y a pas un problème entre le nombre de gens qui recherchent un poste et les gens, moi, j'arrête pas de voir des restaurateurs, des hôteliers, etc., qui n'arrêtent pas de me dire, on est en pleine bourre en ce moment, en pleine réservation, on est obligé de refuser des réservations parce qu'on ne peut pas recevoir les gens. Il vient d'où le problème, Maya? Je pense qu'il y a un sujet peut-être aussi de mobilité, c'est-à-dire qu'il faut être capable de se déplacer vers D'une son région lieu à une autre. quand on est jeune, d'une région à Ouais, une ouais, autre, ouais, ou c'est même ça. parfois, on le voit en particulier ici à Grenoble, Oui. c'est un territoire très bien desservi par les transports en commun, mais malgré tout, il peut y avoir des endroits légèrement éloignés, peut-être parfois c'est 1-2 kilomètres, mais les faire à pied, c'est pas forcément évident. Donc les solutions de mobilité, c'est absolument majeur, et aussi les solutions d'accompagnement global. Savoir quelle formation on ajoute. Tous les métiers ont le même sujet. Dans la banque, c'est 40 000 recrutements par an. 40 000. 40 000, tous âges, mais principalement des moins de 30 ans, 40 000 recrutements. Et donc, il faut pouvoir expliquer que nos métiers bougent. Vous êtes les entreprises de la mobilité, mais tous les métiers bougent. Donc, on va recruter des gens, on va les faire grandir, évoluer. On est des métiers, tous les deux, je pense. On investit dans la formation pour que les personnes, justement, ce ne soit pas seulement leur premier job qu'on leur propose, mais aussi celui d'après, leur permettre de rebondir, qu'ils soient finalement tout le temps contents d'avoir fait ces boulots-là. c'est vraiment important, oui. C'est important pour nous d'avoir du monde, d'embaucher un maximum de personnes et surtout de former. Ouais. Parce qu'on est sur un changement d'ère et on a besoin de former les gens sur cette nouvelle ère. Parce que ceux on va dire de l'ancien temps ne pourront plus s'adapter aux nouvelles technologies. Voilà. C'est ça. Et on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de beaucoup de choses comme ça. Et ceux qui financent ça, ceux qui travaillent là-dessus, en fait, c'est les 20 prochaines années, j'ai l'impression de vous dire. Oui, et puis c'est un investissement humain. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si on veut Et que accompagner les l'intelligence entreprises, augmente, exactement. collectivement, c'est une C'est ça, combinaison Maya. de technologie et d'humain. Donc je crois que c'est très important de pouvoir rassurer en disant, même si vos métiers, vous vous dites, il n'y aura plus de voitures thermiques à telle Ouais. date, oui, mais ça reste intéressant de savoir fabriquer une voiture, de savoir comment ça fonctionne Bien sûr. et d'apprendre petit à petit pour s'adapter au fil du temps. Même chose dans la banque, on s'adapte. On s'adapte. Et on court d'invité en invité. Merci beaucoup, Maya, Merci à vous. directrice Merci beaucoup. générale de la Fédération française bancaire. Et également, toi, avec nous, qui est là, Michael, qui est venu, pas en bleu, mais en gris et en noir, avec nous, président départemental de Mobiliance, Isère. Merci à vous. Merci bientôt. infiniment. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, des nouveaux invités qui arrivent avec nous. Florence qui est directrice d'agence de Pôle emploi. Florence Sanfilippo. Oh. Bonjour Florence, prenez le micro en face de vous, comme vous l'a expliqué Moïse en arrivant. En étant intermittence de spectacle, on aura des choses à. Ah mais à je dire. pense que là, voilà. Et puis Hélène, bonjour Hélène. Bonjour. Hélène Calvetti qui est directrice de l'agence Pôle emploi de la Vienne, c'est ça? De Vienne, De Vienne. dans le 38. Bon voilà, C'est pas grave. ça va? Oui. Vous me gardez? Oui. Ça va. Pas de souci. Florence, première question. Oui. Je vous écoute. Mettez le main comme Les ça. mains sur le cœur. Parfait. Voilà, elle connaît déjà. La route de l'emploi, tout le monde en parle. Est-ce que vous, justement, vous pouvez préciser aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui nous sont en face de vous, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste? Alors, le contexte aujourd'hui, et vous l'avez entendu, on a des difficultés de recrutement. On a un taux de chômage qui est en baisse de 0,6% sur l'Isère, avec un taux de chômage à 6%, une très forte baisse de la demande d'emploi et une augmentation croissante des besoins de recrutement dans l'entreprise. Donc, le gouvernement a lancé un plan de réduction des tensions de recrutement. Et dans ce plan de réduction des tensions de recrutement, un challenge a été lancé aux agences pour une initiative pour changer un petit peu les habitudes de recrutement des entreprises. Donc avec les agences de Vienne, la Côte-Saint-André et Roussillon, l'idée est venue de se dire, les demandeurs d'emploi de longue durée, on va les emmener dans l'entreprise. Et pour combler le frein de la mobilité, on va prendre un minibus. Et c'est nous qui allons les accompagner directement au cœur de l'entreprise. Donc l'objectif, c'est se faire rencontrer une entreprise qui a des besoins, un demandeur d'emploi de longue durée qui a des compétences. On passe au-delà des recrutements classiques, on échange et on s'accorde. Ça, c'est bien. Hélène, une question peut-être pour Hélène. Pour Je pose Hélène. la question à Hélène, elle est prête. Hélène, expliquez-nous comment la route de l'emploi permet de faire évoluer les représentations des demandeurs d'emploi de longue durée sur les entreprises industrielles de ce secteur.
Donc, la route de l'emploi permet d'amener les demandeurs d'emploi in situ dans l'entreprise, ce qui fait que les personnes qui sont demandeurs d'emploi de longue durée ont une vision juste de quelle est l'entreprise, comment elle fonctionne, les métiers, et ça lui permet du coup de faire le parallèle entre les compétences recherchées par l'entreprise et ses compétences en lui. D'accord. Ça permet aussi aux entreprises, du coup, de se dire « j'ai du mal à recruter, d'habitude j'ai un schéma classique de recrutement, là, Pôle emploi me présente des candidats dont effectivement les compétences qu'ils ont ne sont pas forcément 100% de ce que je recherche, mais je sais que Pôle emploi peut aussi prendre en charge les formations. » Donc ça permet de lever les représentations D'accord. des deux. Ok. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez rajouter toutes les deux? C'est Allez. une initiative qui fonctionne bien hein. Aujourd'hui. On a débuté en avril. Ouais. On a accompagné à peu près 34-35 demandeurs d'emploi aujourd'hui. Sur ces 34 personnes accompagnées aujourd'hui, il y a déjà 6 retours directs à l'emploi et 18 qui ont déjà un deuxième rendez-vous avec l'employeur, alors que ce n'était pas leur métier à la base. Oui. Donc nous, on va agir dans un deuxième temps, monter en compétence par une action de formation, et on va effectivement aussi accompagner pour la mobilité du demandeur Comme le d'emploi. disait la personne avant. Oui, c'est ça. Ouais. Vous voulez ajouter quelque chose, je sentis. Ouais, il faut travailler sur la mobilité. Ouais. Parce que lorsqu'on est dans une Tout le agglo, monde en parle. et Tout le oui, monde en mais parle. lorsqu'on est dans une agglo, c'est plus facile. Lorsqu'on est sur des territoires où il y a moins de transport en commun ou quoi, c'est là-dessus où on travaille avec l'État et les collectivités territoriales surtout. C'est ça. Donc Pôle emploi en Isère, c'est combien aujourd'hui de chefs d'entreprise, bon, ça on le sait, mais surtout de personnes qui sont demandeurs d'emploi? Alors aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous donner le chiffre exact parce que la demande d'emploi, elle évolue chaque mois Mais là, en fonction des environ. contrats. Nous, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est une baisse de 18% des demandeurs d'emploi sans activité sur Donc un ça veut an. dire qu'ils intègrent une entreprise. C'est Ça ça, veut dire qu'ils reprennent qu'ils un ont emploi. Qui reprennent repris l'emploi. un emploi ou intégrer une formation en négligeable. vue d'un emploi. C'est très bien pour eux. Ouais, c'est Mais en formidable. contrepartie, il faut savoir aussi, c'est pour ça qu'on parle de métiers en tension ou en difficulté de recrutement, Oui, c'est que sur l'Isère, il y a plus 59% d'offres d'emploi et de besoins de recrutement. Donc une demande d'emploi qui baisse, oui. une offre d'emploi qui augmente. Donc du coup, il faut amener les demandeurs d'emploi à aller vers des secteurs qui recrutent. Créer de la demande, voilà, c'est Voilà. ça. Et d'aller vers les secteurs qui recrutent. C'est ça notre job Oui. et notre Ok. challenge. Bah, c'est super, vous allez réussir comme vous avez réussi tous les autres challenges. En tout cas, on vous sent convaincu, Oui. on vous sent aimer les gens. Oui. Et on vous sent, vous savez, chez BPI France, avec Nicolas Dufour, on a dit 4 valeurs. Simplicité, volonté, Oui. optimisme, et la dernière qui est importante, la proximité humaine. Et oui. Vous venez de le témoigner ici, ici à Grenoble, sur l'antenne de Vive ta Ville. Merci beaucoup Merci beaucoup. à Merci toutes à les vous. deux. Merci, à Merci tous les beaucoup. deux. Merci beaucoup. Au revoir. On a l'habitude de dire que cette industrie en France, on l'aime. On a l'habitude de dire que l'industrie qu'on a pu connaître à l'époque avec les différents articles, c'est plus Zola. En fait, l'industrie aujourd'hui, c'est formidable. Et justement, avec nos partenaires de toutes les régions et de cette région en particulier, on a créer ensemble, avec Hervé de Maillard, quelque chose de formidable qui s'appelle la French Fab. C'est le nouvel étendard de l'industrie française. Eh bien, vous qui nous regardez, allez, on lance l'instant French Fab. Salut Olivier, Bonjour. t'es venu avec les macarons? Je suis venu avec des macarons, comme à chaque fois que je me déplace. C'est incroyable. Et puis c'est les bons. Hein. Ah oui, Olivia j'imagine. Malingros, qui est le CEO de France Macarons. Alors, Malingréo, s'il te plaît, Malingréo. parce que sinon, à l'envers, ça fait gros malin, donc je préfère Malingréo. Il faut rajouter le « et ». En fait. Ouais, s'il te plaît. Voilà, c'est comme S'il moi te quand je suis plaît. sur bégué, il faut rajouter le « et ». Bugger, beuger. Exactement. Alors, Exactement. on se comprend. Olivier, tu peux nous parler un peu de toi? C'est difficile. En fait, cette idée, elle t'est venue comment? C'est compliqué. Alors, c'est pas mon idée, c'est l'idée de mon épouse. D'accord. De faire les macarons. Elle lui est venue comment? Globalement, Les je bonnes cherchais idées un... viennent des femmes souvent. Hein. Souvent. Disons que je cherchais un produit assez trendy pour vendre à l'étranger, aux États-Unis, en Australie, n'est-ce pas? Et au départ, je voulais faire pain au chocolat, croissant. Il y avait déjà beaucoup de monde et je me suis aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de
beaucoup de macarons, ça se vendait beaucoup, donc j'ai décidé de faire du macaron. Alors, une question de Katrina. Pouvez-vous nous parler de l'aventure entrepreneuriale des macarons made in France? Alors, Made in France. Ah oui, c'est joliment dit. pour hein. ça, c'est pour ça. C'est vrai. C'est génial, Question. c'est joliment dit. C'est Paris. Ouais, c'est beau, c'est magnifique. Pardon, made in France. Non, non. Dis donc. Disons que c'est à partir du moment où, surtout dans l'agro, on met le Made in France, on a des portes qui s'ouvrent assez facilement. Oui. Aujourd'hui, le but, c'est de produire en France, de pouvoir avoir une vraie marque française à l'étranger et de pouvoir la diffuser tout en conservant une production en France pour pouvoir dire, voilà, nous on est français, on produit français, même si dans notre atelier, on a des gens qui viennent de tous horizons, on a des Ukrainiens, c'est le sujet du moment, on a des gens qui viennent du Sénégal, on a des gens qui viennent à peu près de partout, de France et de Navarre et même d'Europe. Mais si vous voulez, on a aujourd'hui, le but, c'est de produire français, de vendre français à l'étranger. Et ça, dans l'agro, ça porte. Ça porte. Ça, c'est important. Oui. Ouais. Tu as les doubles coques qui sont là. Raconte-nous Oui. un peu. Alors, le coq French Fab, évidemment, parce que je défends le savoir-faire français, et en France et à l'étranger, évidemment. Et puis le coq vert, parce que ça fait maintenant quelques années que j'ai pris le parti de dire qu'il fallait avancer dans le bon sens et qu'on ne pouvait pas continuer à faire n'importe quoi avec la planète. Donc, chez nous, par exemple, on a mis en place des panneaux solaires, on a des fleurs, des parterres de fleurs pour les abeilles, on fait notre propre miel par exemple. Voilà, ça fait partie, on récupère les eaux de pluie, bon, etc. Pour avoir une empreinte carbone le moins prononcée possible. Dis donc, Olivier Malin-Gréau. Oui. Il y a quand même une hausse des prix records là aujourd'hui, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la hausse des salaires? Alors, c'est pas facile. Si tu veux, c'est pas facile parce que on en a parlé hors antenne, justement. Je voudrais que. Oui, alors c'est pas facile parce que on a évidemment tout le contexte international qui fait que les prix augmentent. Ouais. Et les prix augmentent pour les matières premières, les prix augmentent pour les salaires. Les salaires augmentent, ce qui est logique. Hein. Je veux dire, on suit l'inflation. Nous, chez France Macaron, on a décidé d'augmenter tous les salaires d'autant. À chaque fois que le SMIC augmentait, on augmente tous les salaires d'autant, parce que le bien-être au travail, c'est essentiel, en fait. Nous, on n'a pas dit. J'ai écouté vos intervenants qui sont passés avant. Oui. Moi, j'ai pas de problème de recrutement, en fait. C'est aujourd'hui, j'ai zéro problème. Et pourtant, je me situe dans l'axe Mâcon, Villefranche-sur-Saône, Bourg-en-Bresse, où il y a 3% et quelques de chômage. Mais par contre, moi, j'ai pas de problème parce qu'il faut offrir un bien-être essentiel aux personnes qui travaillent chez vous. Le salaire, évidemment, on ne peut pas faire des miracles non plus. Mais il faut offrir des primes, de l'intéressement, etc. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Merci. D'être venu sur le plateau de Vif ta Ville. Pas de problème. Ici à Grenoble. Avec plaisir. Sous la pluie, mais on est content. Mais non, il fait beau. Mais non, il fait beau. Il fait beau sur le plateau. Exactement. Il fait beau dans nos cœurs aussi. Absolument. Voilà, en tout cas, c'est une belle région. Merci à toi. Merci beaucoup. D'être venu. Merci, au revoir. Quand on parle French Fab dans la région, il y a une famille, une vraie famille. C'est impossible de ne pas parler d'eux. D'accord. Donc, le mari était avec nous à Lyon. On est à Grenoble, on est dans la même région. La femme est là, elle arrive. Bonjour Alice. Salut Patrice. Tu vas bien? Très bien, Toujours le très bien. sourire, toujours la pêche, toujours avec plein d'idées. Co-fondatrice de First France. First comme premier. Avec les coques. Regardez les coques, la femme, oui, il là. la porte sur eux, ces deux-là. Alors, il y a Anatole, il est où? Là. Ouais, voilà. Il est à la pêche. Ah ben oui. Toi, tu es un élève de Robolion? Voilà, je suis membre de Robolion au pôle communication. Et Tom? Moi, je suis un ancien élève de Robolion. J'ai passé mon bac l'année dernière et maintenant, je suis en école d'ingénieur. Ça veut dire que tu es un alumni? Je suis un alumni. C'est McGill, hein. Il est quand même dans l'école d'ingé McGill au Canada. Donc, Ça, c'est génial. ouais, beau profil. Alors, justement, raconte-nous un petit peu cette histoire. Bah, c'est Hervé le précurseur, hein, on va pas revenir là-dessus. Il est passé effectivement sur ton stand lundi. Et en fait, moi, je suis en charge de transformer avec un associé qui était là aussi lundi, Stéphane. La compétition, elle est internationale. C'est 8000 équipes dans le monde entier. Pas normal qu'en France, il n'y ait qu'une seule équipe. Non. Moi, j'ai trouvé ça totalement hallucinant. En rappelle, tu m'avais appelé. Exactement. J'ai mis, il y en a 120 en Turquie, il y en a une en France. Allez hop, on déploie ça sur Lyon. Ça marche super bien, ça prend très bien. On a du lourd avec nous, derrière nous, en termes de sponsors, en termes de soutien. On a 25 établissements scolaires en discussion. Le recteur de l'Académie d'Auvergne-Rhône-Alpes
On l'a quand même contacté, on l'a rencontré, il nous dit OK, go, on y va. Et on en a 10, voire même 13 qui vont rentrer avec nous, sûr et certain, en septembre prochain. On veut grandir doucement, mais sûrement. Mais sûrement. En 2025, compétition européenne avec l'accord de la First sur Lyon. Et là, on aura 1500 jeunes, et on aura 80 équipes. Donc, va falloir que BBI France se tienne prêt quand même. Hein. T'as dit BBI France. C'est les bébés, c'est les jeunes là qui sont là. Exactement. C'est les BBI France. C'est les bébés de BBI France. C'est ça, c'est exactement. C'est l'avenir, c'est le futur. Ouais, t'as vu, Alice, elle te fait passer ces messages de manière Ah, formidable. mais c'est. C'est du plaisir. Hein. Ouais, elle est tellement. Mais on est entouré d'industriels. Nous, moi, j'ai ça sur mon bureau. Hein. J'ai le coq de la French Fab, j'oublie jamais. J'oublie jamais. Dès le départ, On est ambassadeur de la French Fab, Robotic First France, ambassadeur de la French Fab auprès des jeunes. Et on prend ce rôle vraiment très à cœur. C'est beau ce que tu as fait. Tu as mis la main sur le cœur. Refais-le sur la caméra. Sur le coq. Ouais, sur la coque et sur le cœur. Alors, faire partie d'une équipe First Robo Lyon, qu'est-ce que ça vous a apporté, les gars? Oh là, Tout. Oh beaucoup de choses. Allez, lâche-toi. Beaucoup de choses, non. Alors, moi, j'étais un peu timide à l'oral, etc. Et puis quand je suis arrivé... Anatole timide. Ah bah oui. Ah oui. Ah, au début, oui. Ah oui. Ah, ça se voit pas du tout. Ah bah voilà. Comme quoi ça marche. Et non. Et d'être à Robo Lyon, ça m'a appris mais tellement de choses sur l'organisation, la gestion de projets internes ou externes. On gère tout ce qui est newsletter, réseaux sociaux, le site internet. On fait aussi de la recherche de partenaires, de sponsors. Et c'est vraiment mais super. Ça nous offre des opportunités vraiment énormes. Là, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en stage grâce à Robo Lyon, au pôle communication, pour un peu découvrir le monde de l'entreprise. Et c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. C'est génial. Et toi, de ton côté? Moi, j'ai une expérience assez différente parce que j'étais pas vraiment en communication, j'étais sur la partie assez technique du robot. Et objectivement, j'étais en bac général, j'avais rien à faire là-dedans. Et quand on m'a dit qu'au bout d'un an, je saurais faire du dessin industriel, faire de la CAO, faire une boîte de vitesse, alors que j'y connaissais objectivement rien du tout, c'était incroyable. Oui. Ça m'a appris tellement. Et aussi en termes de soft skills, comme Anatole l'a dit, apprendre à communiquer, à faire des vidéos, aller dans des salons, voir des partenaires. C'est une expérience qui m'a permis de sortir un peu de ma coquille. Et maintenant... Je les ai lâchés là sur votre terrain. Là. Ils étaient déjà en train de networker tous les deux. C'est génial, ça. Mais c'est génial ça. À Vivatech, il part, il me ramène des cartes de visite. Bah, Elle est pas belle la vie? Elle est formidable. Voilà, c'est ça. J'ai une question. Toi qui pousse comme moi un véritable équilibre entre les filles et les garçons, et il n'y a pas beaucoup de filles là, dans l'équipe. Alors, on n'a pas pu en amener, mais le programme, c'est 55% de filles. C'est vrai? 55% de filles. On a même plus de filles que de garçons intéressés par la compétition. Ah bah super. Et alors j'ai même récupéré un lycée que de filles à Paris. C'est vrai? Ah Elle est pas belle la vie là? Ah ouais. Et C'est voilà. génial. La robotique, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de genre. Non, c'est ça. Voilà, c'est ça. la Et force. sinon, je serais pas là. Non, avec du plaisir, de la joie. Merci beaucoup Alice, Anatole et Tom d'être venus et d'être passés ici à Grenoble sur ce plateau, ce beau plateau. Hein, Magnifique. C'est vrai. Très beau plateau. itinérant, qui fait Exactement. 30 étapes. Ouais. On a démarré le 5 mars. Nous étions à Strasbourg. On terminera dans les Antilles. À Waouh. la fin du mois de novembre, il n'y aura aucune région qui sera exclue. Épargné. Jamais Ah non, épargné. non. Exclu. On sera samedi en Corse. On va enchaîner à Aix après en début de semaine. Voilà, on n'arrête pas parce que vous n'arrêtez pas non plus. Non, on va vous suivre Ah bah sur oui. YouTube et on va parler de vous parce que ce que vous faites, c'est bien. Vous amenez l'industrie au cœur des territoires et c'est Exactement. vraiment. Et on la mixe avec le coq vert. on la mixe avec- Exactement. En Le fait, vert, le corail, le blanc, voilà, le bleu. Tout Comme est là. dirait ton mari, Toutes il les ne couleurs. faut pas qu'on reste dans notre petit coin. Non. Faut On qu'on en aille- parle. On y va, vous irez. Et vous le faites très bien. En tout cas, vous y aidé super bien. Bravo à toi, Alice, Merci. pour avoir fait ça. Et bravo à vous, les garçons. Eh ben merci bien. Bon. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. J'ai une question, tu as le droit de me dire non, tu as le droit de me dire oui. Est-ce que tu connais la Deep Tech? La Deep Tech, non. Non. En fait, ce sont les ingénieurs, des ingénieurs formidables français qui deviennent entrepreneurs. Deep Des Tech. fois, ils ont une idée, et bien, on les aide, on les accompagne Ok. à ce qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur projet. Et je te propose que ce soit maintenant l'instant Deep Tech. Et voilà, on y est, on est dans cet instant Deep Tech avec Gauthier Chicot qui est le CEO de Diamfab. Bonjour. Bonjour. Toi, tu as gardé Fab comme French Fab. Tu as en supprimé French, tu as mis Diab à la place. Voilà, parce qu'on fabrique du diamant. Ouais, donc. Ben, exactement. Et puis, tu as un parcours assez incroyable. Tu peux nous parler justement de ton parcours parce que les gens qui te regardent, tu regardes en face, tu vois, Ouais. je te parle, tu regardes en face, tout. Ils adorent découvrir les gens. En fait, notre émission a beaucoup d'audience parce que les Français aiment découvrir les gens comme toi. Parle-nous de ton parcours.
ben, moi, en fait, rien ne me prédestinait à devenir entrepreneur. À la base, je suis ingénieur et docteur de formation. Et c'est en fait une opportunité. Il y a un chercheur avec qui j'avais bossé pendant ma thèse qui m'a proposé de venir rebosser avec lui pour valoriser ses travaux de recherche. Et j'ai dit oui. Alors ça me fait penser à une phrase de Richard Branson qui disait « Si quelqu'un vous offre une occasion incroyable et que vous ne savez pas faire, acceptez puis apprenez à le faire plus tard. » Donc c'est ce que j'ai fait. Alors je ne l'ai pas fait tout seul, on s'est fait accompagner. Vas-y, raconte l'histoire. Par une SAT, la SAT de Grenoble, qui est la Société d'accélération de transfert technologique, une sorte d'incubateur. Et puis aussi des entrepreneurs expérimentés, des dirigeants d'entreprises qui nous ont aidés et qui nous accompagnent d'ailleurs toujours et qui nous conseillent. Et donc à la base, c'est la techno moi, qui me plaisait. Je connaissais cette techno, je savais son potentiel. Donc c'est le socle en fait, qui m'a permis de me lancer là-dedans. Et puis au fur et à mesure qu'on a développé l'entreprise, je me suis rendu compte que ce qui m'animait autant que d'amener cette techno à une réalité industrielle, c'est aussi l'aventure en fait, qu'on est en train de construire ensemble. Alors quand je dis ensemble, c'est avec les collaborateurs de la boîte, bien entendu, et c'est aussi avec toutes les parties prenantes extérieures, donc tous les gens que je rencontre tous les jours et qui je partage des choses, que ce soit des investisseurs, des banquiers, notre avocat et autres. Et c'est ça en fait qui m'anime autant que la techno aujourd'hui. Ouais. Catherine a une question à te poser. Et pourquoi Grenoble du coup? Alors Grenoble, c'est pas tout à fait un hasard. Moi, je suis pas de Grenoble à la base. Oui. Je suis venu à Grenoble pour faire mes études et je voulais faire de l'électronique parce que ça m'a toujours fasciné. Et donc je suis arrivé ici en école d'ingénieur. Je suis après parti quelques temps à l'étranger. Je suis revenu pour me spécialiser dans les semi-conducteurs. Donc c'est la partie amont de l'électronique, c'est les matériaux pour faire les composants électroniques. Et donc j'ai bossé au CEA et au CNRS sur ces matériaux-là. Donc ils sont des centres de recherche qui sont reconnus dans le domaine. Donc on a ces centres de recherche à Grenoble. On a des gros industriels comme ST, Soitec, pour ne citer que, qui, eux, produisent les composants et les matériaux pour faire ces composants et qui tractent aussi l'innovation. Et puis, entre les deux, il y a un maillon que je ne peux pas oublier, c'est les startups qui sont en fait plus agiles pour innover. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'était naturel en fait, le projet est né ici, Oui. avec tout cet écosystème qui est fertile. Et c'est naturel pour moi de le développer aussi à Grenoble et de profiter de tout ce qu'il y a ici. Et donc, côté technologie, ouais. C'est aussi un enjeu important pour toi. Oui, c'est ultra important. Donc, comme je disais, on fabrique du diamant. On fabrique du diamant semi-conducteur pour fabriquer des composants qui sont plus efficaces, en fait. Et alors, pourquoi on veut faire ça? On est encore beaucoup, je pense, à rouler en voiture thermique. Aujourd'hui, quand vous faites le plein sur votre voiture thermique, ça ne vous viendrait pas l'idée de mettre 10% de l'essence à côté du réservoir. Et pourtant, c'est ce qui se passe quand on utilise n'importe quel appareil électrique. Il y a 10% de l'énergie qui est perdue en conversion, c'est perdu en chaleur. Et nous, ce qu'on fait, on synthétise du diamant pour faire des composants qui sont plus performants et on va réduire ces pertes. Au lieu de perdre 10%, on perdra qu'1% de l'énergie. Perte d'énergie, vous avez donc une certaine influence sur la transition énergétique. C'est exactement ça. Voilà, explique-le. Et c'est ça qu'on veut, nous, qui est important. Et c'est une des grosses valeurs de la boîte, c'est qu'on veut développer une techno, on met des efforts pour développer une techno et on veut que cette énergie, elle soit utile à quelque chose. Et donc la techno qu'on développe, elle doit être utile, elle doit contribuer, en l'occurrence, à la transition énergétique. Et on veut, à notre façon, participer à la construction en fait, du monde de demain, où on consommera l'énergie de façon plus intelligente et en gâchant moins. Donc ça, c'est ultra important pour nous. Ouais. Tu as compris, en fait, avec cet exemple-là, ce qu'étaient les deep tech, en fait. C'est des ingénieurs fous comme eux. Des fois, ils restent dans leur laboratoire, leur ci, leur ça. Puis ils se disent cette idée, mais vous pouvez en créer une entreprise. C'est ça. Et c'est génial, quoi. On ne peut pas laisser ça dans les labos. Mais c'est impossible. Et il faut que ça serve. Et c'est ça qui est important. Et voilà. il y aurait pas, pour moi, la recherche, comme je la vois, c'est de la recherche appliquée que j'aime faire. Exact. Que j'aimais faire, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et j'ai besoin que ça se concrétise à un moment ou à un autre. J'ai besoin pas que de faire des calculs et des choses comme ça. Et là, je concrétise ça. Et c'est justement ce qu'avec Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France, Paul-François Fournier, le patron de l'innovation, on a poussé, on a créé avec vous, en fait, les ingénieurs, chercheurs, entrepreneurs. C'est ça. C'est ça le Festival des entrepreneurs. Merci beaucoup je vous en prie. à toi d'être venu avec nous, mon cher Gauthier Chico, CEO de Diamfab. À bientôt. Alors, est-ce que tu aimes le sport? Attends, oui. est-ce que la question se pose? C'est comme si je te posais la question, est-ce que tu aimes la danse? Oui, c'est ça. Est-ce que tu aimes chanter? Le sport, oui. Vivre, etc. La réponse, elle est oui. Alors, on a créé une communauté de 55 chefs d'entreprise qui sont en fait des présidents de clubs, des super présidents de clubs. Et celui qu'on va recevoir ici, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, c'est grâce à lui qu'on est là. C'est grâce à lui qu'on fait cette étape-là. Parce que dès le départ, il m'a dit, c'est impossible que tu viennes en Auvergne-Rhône-Alpes et que tu ne fasses pas Grenoble. Vous avez exactement 4 secondes pour deviner. C'est le moment des meneurs. Et on le reçoit tout de suite, le grand Jacques.
Jacques Rebaud, le président des Brûleurs de l'eau. Bonjour à toi, Jacques. Bonjour Patrice. Ça va bien? Ça va fort bien. Le temps un petit peu compliqué, mais merci d'être là. C'est la vie. On a dit on n'annulera pas l'émission, on la fera coûte que coûte. C'est l'esprit, ça, Brûleurs de l'eau. C'est ça. C'est dans l'adversité, on est meilleur que dans le confort. Donc les gens te disent il y a une difficulté. Nous, on fait d'une difficulté une opportunité. C'est parti. C'est d'ailleurs comme ça qu'on devient champion de France. C'est ça. Alors, on le sait, l'aspect du spectacle prend de plus en plus place dans le sport. Et concrètement, ton investissement que tu as consacré à l'animation du show durant les matchs, c'est extraordinaire. Tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. C'est plus qu'un match, en fait, de venir chez toi. C'est ça. Nous sommes partis du postulat que le hockey reste un sport exotique en France. Le hockey sur glace reste un sport exotique en France et qu'il fallait séduire un nouveau public et apporter ce plus par rapport aux autres sports qui sont bien plus populaires, tels que le rugby et le foot. Et donc, nous avons décidé depuis quelques années de s'orienter sur ce spectacle et garantir ou promettre à notre public de passer forcément une belle soirée, quel que soit le résultat sportif. Et donc, depuis quelques années, on s'attelle à cela et ça s'est concrètement mis en place avec deux axes très importants, puisque l'année dernière, nous avons décidé d'adopter un principe que développe Disney, c'est-à-dire un décor qui est une tête de loup, qui est le symbole de notre équipe, et qui est sur un spectacle son et lumière avec un show. Il crache du feu, il s'adapte tout dans une chorégraphie qui se mixe avec notre écran, et là, on partage un moment d'immersion très fort, et avec ce feu qui vient apporter sa chaleur et sa vie au moment du début de notre match, au moment où l'entrée des joueurs qui est extrêmement scénarisée dans un environnement festif. Tu es un homme de pari aussi. Tu as fait le pari de ne pas avoir d'abonnés, alors qu'on explique partout la stratégie d'abonnés, etc. C'est un pari fou. Tu peux nous l'expliquer ? On a souhaité se mettre en danger. Nous étions certains de notre spectacle, certains de ce qu'on proposait à notre public. Et plutôt que de vendre à des abonnés qui, en fonction de leurs humeurs ou de leurs impératifs, décident de ne pas venir au match certains soirs, on se retrouvait avec 300, 400 places qui étaient abandonnées sur certains matchs. Et on a décidé de permettre à nos abonnés de ne pas acheter ces places, de leur réserver jusqu'à une échéance quelques jours avant le match. Et si elles ne sont pas prises, de pouvoir les recommercialiser. Et ça nous a permis, avec cette stratégie, d'avoir une fréquentation qui a augmenté 30%, parce que nous avons la chance à Grenoble, sur notre patinoire de 4200, de faire près de la moitié de nos dates, voire un peu plus, et une quinzaine de dates où nous sommes complets. Et ça frustrait beaucoup de personnes de voir notre tribune vide alors que nous affichons complet. Donc c'était ce pari. On s'est mis en danger, mais aujourd'hui pari gagné. C'est ça. Et on a un nouvel événement là pour finir ce spectacle. Vas-y. Il y a un autre élément, puisque ça va être la nouveauté de cette rentrée. C'est un investissement important pour nous qu'on voit beaucoup en Amérique du Nord. C'est un mapping. Donc on va venir projeter un spectacle qui va se marier avec notre loup et avec notre écran, notre cube. Visio, de faire un son et lumière encore plus impressionnant et plus majestueux. Donc ce sera encore la nouveauté de la rentrée. C'est génial. Tu reviendras avec nous en fin d'émission. Nous allons recevoir Madame la députée, Madame la vice-présidente de la métropole, parce que je voudrais clôturer cette émission. J'ai encore quelques questions à te poser. Il y a peut-être une question là que tu avais envie de poser. Elle avait plus ou moins répondu un tout petit peu. Sur l'objectif de l'année prochaine. Mais sur les objectifs pour l'année prochaine, ça fait partie ou il y en a d'autres? Alors les objectifs, bien entendu, ils sont sportifs. Oui, bien sûr. En champion de France, allez, check. Voilà. Champion de France, on a la Magnus, et puis on va être sur une grosse compétition qui est la Champions League. La CHL dans notre jargon, et cette compétition va nous permettre d'accueillir quasiment les 3 plus grands clubs d'Europe. Et le tirage au sort a eu lieu. Le tirage au sort a eu lieu. On joue Berlin, on joue. Vous voyez très haut. Oui, c'est ça. J'adore. On voit Amonfield qui est tchèque, et on joue Frölunda qui est le plus grand club de formation suédois. Donc ça va être excellent. C'est des matchs là-bas et des matchs chez vous. Alors effectivement, nous jouons 3 matchs à Grenoble. Début septembre et puis début octobre. 2 matchs début septembre, un match début octobre. Et puis on va aller se promener un petit peu en Europe ensuite, puisqu'on va aller se promener à Berlin, juste pendant la fête de la bière, je crois que c'est. Ah, ça tombe bien. On va tenir les voleurs de l'eau. C'est ça. C'est extra. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Merci encore vraiment pour cette organisation, cet événement. Pour nous, c'est un Zoom extraordinaire pour l'emploi, pour notre sport et pour l'innovation. Donc merci. Oui. Merci infiniment. On se retrouve, tu reviens avec nous. Avec plaisir. À la fin de l'émission, quand on a Madame la députée, Madame la vice-présidente de la métropole. Merci à toi. Merci à vous. Merci beaucoup. Autre communauté importante, l'excellence. Le réseau BPI France Excellence, d'ailleurs qui se réunit dans le Sud avec un grand événement dans quelques jours à partir de demain.
BPI France Excellence, ce sont les entreprises de croissance, celles qui innovent, celles qui vont à l'international. Il y en a plus de 6000 en France, tu vois, ma chère Katrina. Et justement, c'est le moment, plus que jamais, du rendez-vous Excellence. Je me fais le décompte. 4, 3, 2, 1, c'est bon. On se fait tout en direct. Hein. T'as vu, ça marche toujours comme ça. Ouais, c'est oui, super, bien. c'est super. Laurent Pellissier, président directeur général de ECM Technologies. Florence Robin, présidente directrice générale de l'Imatec. Et Julien Rampazzo, qui est là. Je ne me suis pas trompé? C'est ça. Il n'y a pas un et, un o, C'est tout bon. un ou, non. Délégué financement de BPI France qu'on connaît bien. C'est ça. Bah oui, quand même, je te connais. Oui, c'est vrai. Tu me connais aussi? Oui. Bon, ça, on se connaît. Bon, nous aussi. Oui. Voilà, bah, c'est excellent ça, c'est le réseau. Je suis content d'ailleurs de m'occuper de diriger ce réseau-là avec une équipe formidable que j'ai à mes côtés qui leur permet en fait, c'est de la mise en relation. Je leur ai dit l'autre jour, si tu es sur Tribu par exemple, dès le départ avec Nicolas, on voulait un truc très simple. C'est en gros, je vends, j'achète. Vous avez besoin de développer votre business en fait, ni plus ni moins. Donc c'est ce qu'on va faire avec le réseau BPI France Excellence dès la rentrée. Première question, Laurent. Pour la c'est pour la réponse. C'est votre dernier mot, Laurent? Oui, exactement. Bon, mais merci d'être venu. Au revoir. J'ai un appel à un ami. Tu peux. Mais t'en as un là, parce que c'est toujours BPI France. Tu sais l'accorder de Chamonix. Donc, Laurent, tu agis dans la décarbonation de l'industrie. Dans la tête des gens, qu'est-ce que ça veut dire? Et précisément chez toi, qu'est-ce que tu fais? La caméra est juste en face de toi. On fait des biens d'équipement. ECM, on fait des biens d'équipement dans différents secteurs industriels. Et notre traitement thermique, ce qu'on fait dans nos fours, permet de traiter les pièces mécaniques. Et on a développé un procédé qui a une empreinte carbone 90% inférieure au four traditionnel pour faire ce traitement thermique. Et c'est un procédé qui est adapté à la immobilité, à toute la mécanique en général. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Je pense, oui. Ok. Tes concurrents aujourd'hui? Mes concurrents, on est très peu dans ce domaine. Les gens n'ont pas fait le virage à un certain moment. Donc les concurrents qui sont restés dans les fours traditionnels sont plutôt en difficulté. Oui. Et puis on est 2 ou 3, on est leader mondial dans ce domaine, mais on est 2 ou 3 concurrents, notamment un Allemand. D'accord. Tu recrutes? Je recrute. Vas-y, quel poste? Je recrute ingénieur. Face à la caméra, regarde. Ingénieur, projeteur. Donne-leur envie, vas-y. Projeteur, technicien de maintenance, chaudronnier. Je recrute de partout. C'est combien de postes ça au global? 40. T'es situé où? À Grenoble et à Montpellier. Ton adresse mail tout de suite. aussi. Il y a des milliers de personnes qui nous regardent là. l.pellissier@ecmtech.fr. Tu m'envoies un mail ce soir en me disant j'ai reçu. Ah, 40 postes. Ouais, 40 postes, c'est génial. C'est génial. On passe à Florence maintenant qui est juste à côté de toi. Florence, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton activité? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour. Moi, c'est Florence Robin, je suis la présidente et la cofondatrice de l'Imatec. Et l'Imatec, on fabrique des batteries au lithium pour l'aviation, le spatial et la défense. Donc, c'est dans le but d'alléger en fait, les avions dans un premier temps. Et donc, nos batteries sont 3 fois plus légères que les vieilles batteries utilisées aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, quand tu parles de batterie, il y a des groupes qu'on connaît comme Volteo à Bordeaux, etc. Pour toi, c'est l'avenir? Les batteries? Ouais. Oui, on en aura besoin pour toutes les étapes futures. Justement, parle-nous-en. Alors la première étape, c'est de savoir certifier du coup des basses tensions, des batteries basse tension, avant de savoir certifier des batteries haute tension. Donc première étape, c'est on remplace les batteries actuelles pour des moteurs thermiques. Ensuite, on remplace les systèmes mécatroniques par des batteries également. Donc par exemple des systèmes pneumatiques ou hydrauliques par des batteries. Donc c'est encore une fois pour l'allègement. Troisième étape, on va vers l'hybridation avec des batteries un peu plus haute tension pour aller vraiment plus tard vers du full électrique. Toi aussi, chez toi, tu recrutes? Oui, beaucoup. Alors, quel poste? Face à la caméra. Vas-y. Alors, on recrute des ingés test, des électroniciens, des méthodes aussi, ingé méthode. Beaucoup d'opérateurs, parce que là, on lance l'usine avec la première ligne de fabrication et un petit peu aussi au niveau des supports. Ça, c'est bien. On passait à Julien. Mets-toi face au micro. Oui. Tu es prêt? Je suis prêt. Première question. Ok. Alors, comment BPI accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de l'innovation? T'as vu, j'ai vu que Julien il regardait différemment quand il me regarde moi ou quand Ah, il c'est regarde- vrai. Ah, C'est pas la même chose. Ça a changé de regard. Moi non plus.
La mise en œuvre de l'innovation, c'est un vaste sujet chez nous, mais on sait les accompagner. Je pense qu'ils en sont témoins à tous les stades de l'avancée de leur société, de la maturité de leur société. Ça va de la levée de fonds pour les accompagner, ça va de prise de participation BPI France, ça passe par de l'avance remboursable, des prêts à l'innovation et de l'accompagnement aussi, on l'espère. Donc je pense que les deux personnes ici peuvent en témoigner. On sait faire et on souhaite continuer à le faire en tout cas. Fabuleux. Julien, quand on te parle de Banque du Climat pour BPI France, tu as envie de dire quoi? J'ai envie de dire enjeu actuel, enjeu primordial pour la maison, pour tous les entrepreneurs, pour toute notre économie et pour toutes nos générations futures. Donc pour nous, c'est un enjeu primordial et encore une fois, on le met en œuvre à tous les stades de l'entreprise. Depuis ce matin, beaucoup de personnes qui veulent créer leur entreprise nous ont appelés et nous disent comment faire, comment contacter BPI France à Grenoble. Écoutez, contactez. Alors là, par contre, j'ai pas le numéro en tête, mais vous pouvez nous contacter. À partir du site, sur le site, sur le site, bpifrance.fr. BPI France, direction de Grenoble. On est en plein centre, facile d'accès. Voilà, l'adresse. 15 rue de Belgrade, voilà. 38000 Grenoble. Exactement. Ah oui, c'est ton adresse vraiment en plein centre pour le coup. Julien.rampazzo, RAMPA2ZO, ouais, 2ZO, ouais. bpifrance.fr. Voilà. C'est direct, etc. Peut-être une chose à rajouter par rapport aujourd'hui à l'économie telle que vous la vivez aujourd'hui sur l'emploi et tout ça, c'est difficile de recruter chez vous? L'emploi, c'est à la fois difficile, mais on est attirant, donc on s'en sort plutôt mieux que d'autres. Et puis juste un petit mot sur le photovoltaïque, je pense qu'il y a un moment en Europe et en France pour créer des gigafactories autour des technologies du photovoltaïque, pour être moins dépendant de panneaux solaires chinois. Et il y a une opportunité, il faut la saisir. C'est ça. Florence Robin, oui. Un petit mot de conclusion? Oui, alors l'emploi, effectivement, je partage tout à fait ce qu'il disait. Et puis, effectivement, je partage aussi le point de vue BPI. C'est-à-dire que sans vous, on ne serait pas là, hein, clairement. Les excellences, c'est important, je pense, ce réseau-là, de pouvoir échanger avec vos pairs, de pouvoir trouver de nouveaux business, de nouvelles idées. Quelqu'un qui part à l'international, vous voulez aller sur ce pays-là, vous l'appelez, même si c'est un autre secteur. Je pense que cette côté de mise en relation, de réseau social d'entrepreneurs, je pense que pour vous, aujourd'hui, c'est fondamental. Il faut le faire, il faut l'agrandir, il faut l'utiliser. Puis on avait la chance d'être les premiers. Oui, et c'est Emmanuel Macron qui nous a reçus et qui était là au départ. Donc, exactement. Et il a pas mal réussi aussi. Donc. Exactement. Même et belle réussite. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Vive ta ville, ici à Grenoble. Et je le précise, en direct. Merci à vous, merci beaucoup. Alors, toi qui es australienne, toi qui as voyagé dans le monde entier, toi qui as fait Danse avec les stars en Australie, aussi pas qu'en France, c'est 11 fois dont une fois en Australie. Une fois en Australie, 10 fois en France. 10 fois en France. Et qui sait, peut-être il y a encore des saisons, on ne sait jamais. Et d'autres pays à travers le monde, c'est ça qui est merveilleux. L'international est quelque chose de fondamental et c'est justement pour vous le moment international. Et c'est parti, nous avons 3 invités autour de cette table. Tu ne les connais pas, moi j'en connais quelques-uns, mais je les vois très intimidés devant Catherine Apathy. Voilà, dans 2 minutes, on va vous demander de faire une rumba. Vous serez prêts? Salsa ou salsa, il y a des préférences. Alors, Julien Ancelin, qui est la présidente de Capsis. Le président de Capsis, pardon, je suis un homme. Voilà, mais j'ai dit Julien. Hein. La présidente? Non, j'ai dit le président. Oh, pardon, oui. excusez-moi. Reviens avec nous. Tu peux faire appel à un ami même. Nicolas, qui est là, Nicolas Zully, qui est le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Prési. P-R-E-S-I. Voilà. Et Arthur. C'est ça. Arthur Rigaud. Qui va se rapprocher du micro. Parce que là, tu es trop loin. Rapproche le micro carrément. Ouais, tu peux, mais tu tires comme ça. Regarde. Ouais, mais c'est bon. Voilà, ça va? C'est bon là? Pour parler, il faut être très proche. Okay. Voilà. Qui est ancien veilleux? Ancien veilleux, c'est ça. Voilà. En Tunisie en 2013. Ouais, c'est ça. Et tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis directeur des projets dans une entreprise qui s'appelle HPP. Comme quoi, ça sert le veilleux? Qui fait aussi partie de la French Fab et du réseau Excellence. C'est ça. On va parler avec toi dans quelques minutes. Julien. D'accord, à moi. Julien, société Capsis à Berlin. Donc on est une PME familiale d'une 30aine d'années d'existence. On est basé à Berlin, à côté de Grenoble. Je connais très bien. Maxime vient de Berlin. Exactement. Maxime de Remez, il vient de Berlin. Exactement. Voilà. Je danse avec lui voilà. depuis 16 ans. On a gagné le championnat de France d'ailleurs à Grenoble. Voilà, je le connais un petit peu d'ailleurs. Je connais Berlin. Voilà. Non, je basé à Berlin. Maxime. Très drôle. Julien, Ah oui. Tu as démarré, mais en fait,
On vient de me dire Dites-moi. que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Ah Alors on y va sur le plateau, tous ensemble. Allez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Julien, joyeux anniversaire. Et on l'applaudit. Allez. Ah, tu pensais pas qu'on allait faire ça. Merci Non, le je m'y public, attendais merci pas. la France. Et vu à travers merci la France, parce que c'était vu à travers toute la France, 200 médias partenaires en direct. D'accord. Alors maintenant de manière plus sérieuse. Mais c'était sérieux quand même. Ouais. C'est un bon moment, c'est une famille. Bah oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité? Cap6, du coup, Ouais. nous, on est spécialisé dans la détection de véhicules comme les bus, les tramways, les tram-trains, dans le domaine de la mobilité urbaine. En gros, nous, on fluidifie le trafic dans une ville. Une application assez simple pour nous, c'est par exemple pour un bus ou un tramway, quand il arrive à un carrefour à feu, on lui donne la priorité au feu pour qu'il ait le vert. Voilà, c'est une des applications de Cap6 et on est spécialiste là-dedans depuis une trentaine d'années. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche plutôt bien. J'ai repris l'entreprise il y a une dizaine d'années. On était une vingtaine à peu près à l'époque. C'est une entreprise familiale. Maintenant, on est une cinquantaine sur le site de Berlin. Du coup, avec Maxime. Avec Maxime. Mais il n'est pas là. Il n'est pas, Il n'est pas là, mais on l'embrasse. Exact. Voilà. Et tu recrutes? Et je recrute bien évidemment. J'embauche récemment là, un magasinier qui doit arriver courant juillet, entre autres, et puis des ingénieurs à tour de bras quand on y arrive. Bien sûr. Ouais, tu as peut-être une adresse mail? Mon adresse mail contact.cap6@cap6.eu. Europe. On reprécise C-A-P. SYS, comme Voilà. capteur et système. Exactement, c'est facile. Capteur système. C'est venu de là? CS. Absolument. Ben voilà. De toute façon, une marque simple est une marque qui gagne. On est Et tu gagnes. Une petite question. Oui, quels sont vos atouts dans votre développement à l'international? Oui, c'est vrai que Cap6, nous on est présent, on fait 15 à 30% de notre chiffre à l'export aujourd'hui, donc c'est pas neutre pour une PME. Et ce qui fait l'une de nos forces, on va essayer d'être rapide, c'est la maîtrise de notre process industriel complet. On maîtrise de la conception à la fabrication jusqu'à la livraison finale. Aujourd'hui, c'est un atout fort pour un client. Aujourd'hui, quand on est à l'international, ils savent que quand ils sont avec Cap6, on est spécialisé dans la mobilité et on maîtrise l'ensemble de notre process. Et ça, c'est une force à l'international et aussi en France. Voilà. Et pour parler aussi de l'écosystème, quand on va à l'international, on est embarqué par on travaille en partenariat fort avec des bureaux d'études, avec des grands systémiers, des grands fabricants de matériel roulant. En France, on connaît Alstom, entre autres, par exemple. Bien sûr. Et donc, c'est des entreprises qui ont un rayonnement international. Et donc, forcément, on peut travailler avec eux à l'international et être embarqué dans leur valise quand on fait de l'export. Voilà, entre autres, la force de Cap6 à l'international. Très clairement expliqué. Hein. Julien, merci. Nicolas, c'est à toi. Alors moi, je dirige la société. Attends, je t'ai pas posé la question. Ah, je me présente même pas en fait. Mais si. Ah bon? Bonjour Nicolas. Qui es-tu? Donc, eh bien, merci de cette question. Donc voilà, je dirige la société Prési. On fabrique des machines de contrôle qualité en industrie, contrôle qualité destructif. Donc on découpe, on enrobe, on polit et puis on vient mesurer des duretés, observer des microstructures. Voilà notre métier. Enfin, on vend tout ce qu'il faut pour le faire en tout cas. On parle beaucoup, il y a d'ailleurs Nicolas Dufour qui a sorti un livre sur la désindustrialisation. Donc j'ai envie de vous parler de la réindustrialisation et en quoi la réindustrialisation, en fait, c'est un enjeu capital pour la France, y compris sur la scène internationale. Oui, bah, à plusieurs niveaux. Nous, on fait 70% de notre chiffre d'affaires à l'export. Alors, il y a plusieurs enjeux avec l'export. D'abord, c'est un marché qui est vaste. Donc, ça veut dire que ça crée de la richesse. Ça crée de la richesse en France. On rééquilibre tout ce qui peut être déficit de balance de commerce international. Ça crée de la richesse, mais de la richesse au niveau industriel, à plusieurs niveaux, parce qu'on garde nos savoir-faire, et c'est important de garder nos savoir-faire sur des sujets qui sont des sujets d'indépendance technologique, de ne pas être dépendant de qui que ce soit, et puis on le voit en particulier aujourd'hui avec toutes les problématiques géopolitiques, donc c'est extrêmement important, et puis ça crée de l'emploi, ça crée du savoir-faire, ça draine aussi et ça entraîne toute la partie éducation, puisque du coup, pour garder ce savoir-faire, il faut des talents, il faut des compétences, et il faut qu'on sache les former. Donc c'est tout l'écosystème en fait qui profite de cette réindustrialisation. C'est ça, et c'est important.
Catherine a une question? D'ailleurs, oui. En quoi l'international représente un argument pour attirer les jeunes dans les entreprises aujourd'hui? Je crois que de plus en plus, si vous voulez, la tendance est inversée. C'est-à-dire que quand une entreprise voulait recruter, c'était au candidat de se vendre. Aujourd'hui, c'est plus à l'entreprise de se vendre. On a travaillé avec BPI France sur divers séminaires auxquels j'ai assisté, sur justement la notion de marque employeur. Et une marque, si vous voulez, c'est un ensemble de choses. Donc il faut que le produit soit bon, il faut que les locaux soient sympas, que l'équipe soit accueillante, etc. Mais il faut aussi montrer un atout du dynamisme. Il faut savoir montrer ce qu'on est capable de faire. Et incontestablement, une entreprise qui travaille à l'export sait s'adapter. Elle est multiculturelle, elle est dynamique, elle n'a pas envie de stagner, elle a envie de se développer. Et donc la présence à l'international va contribuer largement à renforcer cette image et cette marque employeur. C'est très clair. Oui. Arthur, on passe à toi. Oui. Tu es prêt? Je suis prêt. Ancien VIE? C'est ça. Pourquoi avoir choisi de faire un VIE? En fait, je ne l'ai pas vraiment choisi. C'est un peu un hasard. Un matin, j'apprends qu'il y a un événement à l'école de management de Grenoble sur l'énergie. J'y vais l'après-midi parce que j'étais en recherche d'emploi. Pure coïncidence. Pure coïncidence. Je ne connaissais pas plus que ça le dispositif VIE. Je connaissais de nom. Il se trouve qu'il y avait un responsable de Siemens Transmission Distribution, qui est une entreprise grenobloise, qui était là. J'ai été lui parler un peu après la conférence. On a sympathisé. Il m'a recontacté un peu après pour un VIE en Algérie. J'ai fait des entretiens, ça s'est transformé pour un VIE en Tunisie. Et du coup, c'est comme ça que je suis parti, en fait. Et j'ai découvert le VIE en partant, en fait. Je ne cherchais pas particulièrement. Et justement, le VIE, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière pro aujourd'hui? Alors justement, j'ai découvert ça et j'ai trouvé que c'était vraiment un dispositif qui était vraiment séduisant, parce qu'en fait, il y a une chose qui est géniale dans le VIE, c'est qu'on vous donne des responsabilités dans votre mission à l'export qu'on vous donnerait très rarement à un âge équivalent en France. Moi, je suis parti, j'avais 22 ans. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, j'anime aussi le club VIE sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc en fait, c'est l'association qui rassemble les anciens VIE. Donc j'ai pu en parler avec plus d'une centaine de VIE et on a tous ce même constat à la fin. C'est-à-dire qu'on a une chance de pouvoir démontrer nos capacités à un âge assez précoce. Et voilà. Et moi, je pense que c'est la grosse force du VIE. Vous en pensez quoi, vous, du VIE? Le VIE, c'est à mon sens un bon dispositif. On essaye de le promouvoir quand c'est possible. Après, ça présente aussi quelques difficultés sur le long terme, mais c'est quelque chose, effectivement, quand on peut y avoir recours, c'est quelque chose, effectivement, de très, très bénéfique. Et je dirais pour l'ensemble, pour celui qui est VIE et pour l'entreprise qui reçoit le VIE. Julien? Je suis en phase aussi. Aujourd'hui, justement, on en a parlé, on a des zones qu'on souhaite explorer et on est en train de regarder pour mettre en place un VIE éventuellement sur une zone de prospection bien spécifique. Le Canada, entre autres. Donc en fait, c'est de l'apport mutuel en tant que dirigeant d'entreprise. On avait lancé, vous le savez aussi, le VTE vert, qui permet en fait à un jeune dans son territoire de pouvoir être bras droit du patron de PME en question. Parce que en fait, le jeune va apporter beaucoup de nouvelles connaissances et le patron va lui apporter toute son expérience. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant, très utile et très utilisé maintenant sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ici, Julien. Merci pour mon anniversaire. Joyeux anniversaire encore. Au moins 700 000 personnes, dit-on, t'aurais souhaité l'anniversaire. Voilà. Fantastique. Encore joyeux anniversaire. Je reviens pour mes 40 ans l'année prochaine. Oui, c'est ça. Maintenant, ton âge. Allez, merci beaucoup à tous les trois. Merci infiniment. Au revoir. Merci beaucoup. On parlait des territoires, l'importance des territoires, du VTE, volontariat territorial en entreprise. Bien là, je peux te dire que sur chacune des étapes, parler avec des hommes et des femmes qui font en fait la vie des territoires, c'est important. Et c'est justement, et c'est avec vous, l'instant territoire. Et nous sommes avec Richard Dio. Mais Richard Dio, c'est le nom d'un présentateur de télé aussi. Effectivement. Tu t'es pas reconnu? J'ai un peu changé, j'ai rajeuni. Tu as rajeuni. Mais tu te rappelles de Richard Dio? Bien sûr, bien sûr. Voilà, je me suis dit, on reçoit Richard Dio, formidable. Lui, il est directeur de l'association Point d'eau. C'est ça? Exactement. Alors, Point d'eau, déjà, est-ce que tu peux nous redire ce que c'est? Alors, Point d'eau, c'est un accueil de jour pour personnes en grande précarité, mais c'est aussi depuis 3 mois un atelier chantier d'insertion, traiteur et cuisine, où on emploie des personnes en grande précarité
qui se remettent au travail et qui vont produire des plats traiteurs et des biscuits pour les personnes, pour le tout un chacun. Donc on ne travaille pas exclusivement pour le monde de la grande précarité, on travaille aussi sur la question de pouvoir revendre à des grandes boîtes. Aujourd'hui, on sert différentes grandes boîtes sur Grenoble, sur la question traiteur notamment. Voilà. Katrina Patchett, une question pour toi. Qu'est-ce que l'innovation dans une structure sociale comme la vôtre, qu'est-ce que... Alors, l'innovation à point d'eau, elle a plusieurs volets. D'une part, on est dans le secteur social. Donc, on n'est pas dans le secteur économique traditionnel. On est dans un secteur où il faut qu'on construise avec des hommes et des hommes, comme dans le secteur économique, mais encore plus parce qu'on s'appuie sur les personnes avec qui on travaille. Typiquement, sur la partie chantier d'insertion qu'on anime, on emploie des personnes en grande précarité. On a 9 personnes qui étaient à la rue avant de rentrer sur ce chantier-là, et qui aujourd'hui sont en cuisine, travaillent au quotidien. Donc on développe différentes façons, en tout cas, de répondre à des besoins, et en même temps d'utiliser les personnes en grande précarité pour pouvoir travailler. Voilà. Et comment le secteur social peut-il être un facteur en fait, de développement à la fois social et à la fois économique? Comme je vous le disais, on est à la fois un accueil de jour pour personnes en grande précarité, donc qui travaillent sur la question d'hygiène, d'accès aux droits, de remobilisation des personnes, mais on a aussi monté cet atelier chantier d'insertion qui s'appelle Les Méconnus d'ailleurs, avec une capacité à montrer au grand public que les personnes en grande précarité sont capables de faire des choses sympas. Et aujourd'hui, on produit, on développe du chiffre d'affaires. Ces personnes, on le connaît, le secteur de l'alimentaire est un secteur en tension. Et nous, globalement, dans 24 mois, on aura à nouveau 9 personnes qui vont pouvoir rentrer sur le marché du travail, spécifiquement dans le secteur de l'alimentaire, qui pourront être commis de cuisine, qui pourront être seconde cuisine pour certains. Et tous les 24 mois, 9 à 15 personnes vont pouvoir rentrer sur le marché du travail. Donc aujourd'hui, c'est aussi une plus-value de pouvoir travailler avec des personnes qui étaient très éloignées de l'emploi et qui aujourd'hui réintègrent en tout cas le secteur de l'emploi. Mon cher Richard, tu aurais quelque chose à rajouter un petit peu que tu aurais oublié, ouais. On cherche de façon permanente des personnes qui viennent investir chez nous. Typiquement, on vient de construire un nouveau bâtiment. On est une petite association. Au démarrage, on avait 300 000 euros de budget annuel. Aujourd'hui, on est passé à 800 000 euros de budget annuel. On vient de construire un bâtiment. Exactement. On vient de construire un nouveau bâtiment à 1 500 000 euros. Mais on cherche encore des investisseurs, notamment pour fixer des panneaux solaires, pour réfléchir en tout cas ensemble à ce qu'on peut faire pour le secteur de la grande précarité. C'est génial, hein. C'est une vraie question d'utilité en fait publique. Bravo et merci à toi, Richard Dio, à ne pas confondre. On est dans l'association, on n'est pas dans la télévision. Non. C'est pas mal ça. C'est pas mal, on va le garder en slogan. Tu le gardes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Allez, on passe maintenant à deux nouveaux. Ils arrivent deux. Ils sont deux nouveaux entrepreneurs qui sont là. Guibo Colas, qui est co-inventeur d'une entreprise qui s'appelle ActiveBase. Voilà, il est là avec son logo. On a presque le même, tu vois le coq, tu as vu, regarde. Ah ouais. C'est pas mal, hein. Et puis Jean-Jérôme. Oui, Cabinet, bonjour. Voilà, qui est directeur exécutif de Ulysse. C'est ça? Tout à fait. Ok. On démarre avec qui? Ouais, ActiveBase. Allez, ActiveBase. Ça va? Ça va. Allez, on y va. Bon, qu'est-ce que c'est? Je vous montre. Ouais. Alors, ActiveBase. Alors, tu as la caméra qui est là. Regarde, elle est en face de toi. Ouais. Ça marche. Bah, alors, tu remontes. C'est un petit siège modulable qui va permettre de lutter contre la sédentarité. L'objectif, ça va être d'être actif et productif au travail. C'est génial. Il faut savoir qu'on est l'animal le plus endurant. À la base, on est conçu pour marcher. On est des nomades et on va se retrouver derrière un poste de travail en position statique toute la journée. Ouais. Et donc là, l'objectif, ça va être de créer des mobilités. Tout en étant assis, on va pouvoir créer une mobilité aussi bien sous l'assise, en réglant l'amplitude en vissant ce formidable, ça. On va pouvoir mettre une mobilité aussi au niveau du pied. Plus on va visser ce cône, plus on va créer une mobilité au niveau du pied. Donc on va pouvoir être actif et productif, tranquillement, au travail, tout simplement. Ça pèse 2 kg, c'est totalement démontable, facilement transportable et ça ne rouille pas. Voilà. Alors, je crois que vous êtes grenoblois. C'est ça, je suis grenoblois. Ok. Oui. Et qu'est-ce que c'est de travailler sur un territoire comme celui-là? Moi, je travaille un petit peu de partout. Ouais. Mais j'ai beaucoup de chance d'être ici. Ça permet aussi de pouvoir... Il faut le dire, pourquoi on a de chance. Pourquoi on a de la chance? Parce qu'on a une proximité avec la nature. On a les incroyable, montagnes, incroyable. On a aussi bien Chêne de Beldon, le Vercors, la Chartreuse. Voilà, on a tout ça. On est vraiment, vraiment chanceux d'être grenoblois. On a une très, très belle région montagneuse. Voilà. Jean-Jérôme, qui est à côté. Vous avez le même logo d'ailleurs. Un sur la casquette, un sur le t-shirt. L'esprit pionnier. Exactement. Grenoble-Alpes. Grenoble-Alpes. Jean-Jérôme, tu sais ce que c'est l'inclusion professionnelle, toi? Oui. On parle d'activité économique. Ça te parle, hein? Tu nous en parles alors.
Ouais, on fait ça tous les jours, nous. Mais je sais. On est champions de ça. Hein. Ouais. Vous, les champions de ski, nous, on était champions d'inclusion et d'économie circulaire. Donc nous, ce qu'on fait à Ulysse depuis 1985, c'est de recruter, de former des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour les mettre dans en situation de travail, notamment dans des grands champs de l'économie circulaire. On en parlait avec Guilbault parce que j'ai appris effectivement que c'était un fan de la récupération. Donc nous, on gère sur Grenoble et Saint-Martin vous l'avez appris des là ressourceries. Ouais, c'est vachement bien quand même, les mises en relation qui sont faites juste en dehors de l'émission. C'est top. Ça a changé les cartes. Ouais, super, Voilà. c'est ça. Donc nous, on œuvre dans la collecte et la valorisation des déchets. Donc on gère des activités de ressourcerie, des lieux dans lesquels vous allez trouver du vêtement, du mobilier, des livres, des objets de puériculture, de l'électroménager qui est issu du seconde main. Voilà, des choses d'occasion en fait. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces missions de travail elles sont réalisées par des personnes qui sont en parcours d'insertion. Beaucoup de personnes primo-arrivantes, des personnes qui ont des difficultés sociales liées au logement, à la santé, à la mobilité, etc. Et que nous, on va accompagner à travers ces métiers dans leurs projets professionnels, qui est en lien ou pas avec l'économie circulaire. En tout cas, nous, on veut profiter en fait, de cette activité support qui a beaucoup de sens au niveau environnemental, on a parlé au niveau social, pour donner la possibilité à des personnes de s'insérer durablement dans l'emploi. Question, Katrina? Oui, vous agissez aussi en matière de RSE? Complètement. Donc on essaie de tisser en fait un vrai réseau économique avec les acteurs économiques du territoire. On a des activités d'intérim par exemple, donc on peut proposer aussi des salariés en insertion pour des entreprises qui travaillent dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans les services. On travaille beaucoup avec les collectivités locales aussi, pour des postes dans le nettoyage, dans l'animation périscolaire, dans la restauration collective. Et on a une activité depuis 10 ans aussi de maîtrise de l'énergie. On accompagne des familles qui sont en difficulté pour payer leurs factures d'énergie et d'eau, donc des ménages qu'on appelle en précarité énergétique. On va les accompagner chez elles pour qu'elles comprennent un peu mieux ce qu'elles vont payer aujourd'hui en termes de factures de gaz, d'électricité, pour améliorer leur confort. En ce moment, à Grenoble, il fait très très chaud. Et on voit que si on travaille sur l'isolation des bâtiments, on va pouvoir travailler le froid, le confort des verres, mais aussi le confort d'été. Voilà, donc nous, on les accompagne dans une meilleure compréhension de ces consommations d'eau et d'énergie, puisque c'est des personnes qui sont en difficulté de paiement. Comme vous le savez, le Big Tour, c'est le festival des entrepreneurs sur l'innovation et sur l'emploi. Est-ce que Ulysse innove et comment? Alors nous, on innove, j'allais dire, avec une grande agilité, puisqu'on essaie toujours de répondre effectivement à des besoins, on va dire, sociétaux qui ne sont pas forcément couverts par la collectivité ou par l'entreprise. Typiquement, la thématique de la précarité énergétique, ça, il y a une dizaine d'années, ça intéressait personne, puisque c'était la frontière du logement, de l'habitat, de l'action sociale, de l'environnement, de l'insertion, etc. Donc on essaye effectivement de créer cet écosystème, et c'est pour ça que sur Grenoble, c'est très très riche en termes d'université, en termes d'entreprise, en termes de collectivités locales et de structures comme nous ou comme mon prédécesseur, d'économie sociale et solidaire. Donc on essaye de valoriser un peu mieux ces métiers-là pour rentrer complètement dans la stratégie RSE des entreprises. Et en leur disant, vous pouvez travailler avec des acteurs locaux comme nous, vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelqu'un pour collecter et valoriser vos déchets qui est à l'autre bout de la France. Nous, on peut travailler avec vous localement et on peut créer des emplois là, ici, non délocalisables. Voilà. C'est génial. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau du Festival des Merci entrepreneurs. À très bientôt. Au revoir. Ça y est, de nouveaux intervenants qui arrivent tout de suite, que tu vas avoir interviewé, ma chère Katrina. Sylvain Brault, qui est co-gérant de Cyclo, qui arrive là sur le plateau. Frédéric Kabil, qui est responsable partenariat de Cyclo. Et une troisième personne qui doit arriver, qui n'est pas de Cyclo, qui est Marc Julien, qui est le CEO de Diabeloop. C'est bien ça? Diabeloop, c'est bien ça? Voilà. Bonjour. Vous parlez bien en face du micro. Toi, tu es cycliste. Oui. Voilà. On va montrer un peu notre uniforme. Non, mais tu as raison. C'est la meilleure manière. Alors, Frédéric Sylvain. Sylvain Frédéric. Oui. Ça pourrait être un nom, prénom. Mais ça l'est pas. C'est une équipe. C'est une équipe. Voilà. Génial. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Cyclo et quel type de livraison en fait vous faites quoi? Alors Cyclo, c'est une jeune coopérative de cyclo. Tu changeras de logo la prochaine fois parce que il faut être Cyclo. Pour être Non mais attends, regarde. D'accord. J'avais jamais vu un maillot comme ça. Montre-le, montre-le, s'il te plaît, Sam. Regarde. C'est génial. Et le mail. Non, en fait, à chaque fois, je leur dis, donne-nous un numéro de téléphone. Très donne un truc. intelligent. Là, il est allé faire imprimer. Il a dit, je le fais vite. C'est ça. Hein. Moi, Bon. tous les enfants sont moi. Bon, tu peux répondre à la question. Première question. Vas-y. Donc Cyclo, c'est une jeune coopérative de cyclo-logistique. C'est-à-dire qu'on fait de la livraison à vélo dans l'agglomération grenobloise. Ça, c'est sympa. Voilà, on est une coopérative de salariés. Donc tous les cyclistes, tous les livreurs, tous les coursiers sont salariés de la coopérative. Génial. Et du coup, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents?
Du fait que déjà on est tous salariés, contrairement à beaucoup d'entreprises qui utilisent des auto-entrepreneurs avec des pratiques sociales un peu douteuses. Et surtout, on a une flexibilité du fait qu'on est 15 salariés à Cyclo. On fait principalement de la livraison restaurant, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses à côté. Et ça nous permet, on a beaucoup de matériel différent et qui nous permet de vraiment avoir un panel de services très large. Que Frédéric va pouvoir vous présenter. Vas-y. Alors, parle en face du micro. Ah oui, alors du coup, il faut savoir qu'à Cyclo, on a 6 branches. On en a une du coup qui est la livraison de restaurants, donc c'est une alternative à des grandes plateformes. On en a une deuxième qui est la livraison en B2C, B2B, donc c'est la distribution et de l'approvisionnement. Après, il y a tous les particuliers de Grenoble qui peuvent faire appel à nos commandes, soit en nous appelant, soit en nous envoyant un mail. On a un formulaire de livraison qui est disponible sur le site internet. Et on est aussi capable, dû à notre fort volume salarial, de pouvoir répondre à des marchés publics, comme la dépose de panneaux pour les interdictions de stationner ou la livraison de kits à compost, où on a été mandaté par voie publique du coup, sur l'émission et qu'on continue encore aujourd'hui à faire. Oui. Et on a un atelier de réparation vélo aussi, donc service de la livraison, ça ne va pas que sur la livraison aux gens, ça va aussi sur le fait de la réparation et l'accompagnement sur le monde du vélo. Et enfin, on participe et on développe de l'événementiel sur Grenoble. Combien de personnes aujourd'hui? Donc là, on est 15 salariés. Super. On 10 en CDI. Tu en recrutes un peu plus là? Alors pas actuellement parce que actuellement c'est la basse saison avec l'été, les villes se vident. La rentrée. Par contre, c'est en septembre qu'on a notre période de recrutement pour la saison hivernale, quoi. Donc les caractéristiques de la personne, c'est quoi? Alors elle est sportive et aimer le vélo. Ouais. Et après quelqu'un qui a un bon service, une bonne relation, on va dire client. Un peu comme la restauration, c'est des gens qui dans un magasin, on est en lien avec les clients, on doit être rigoureux. Et surtout, on doit aimer le vélo parce qu'on est là pour pédaler, quoi. On est généralement une extension du magasin ou du restaurant. Donc la confiance, l'image qu'on communique, c'est pas seulement d'avoir un bel uniforme, c'est aussi le service qu'on propose derrière et l'avenance qu'on a envers les clients de nos clients. C'est ça qui est important, c'est bien dit. Hein. Ça donne envie. Simplicité, proximité, volonté, optimisme, c'est les 4 valeurs de BPI France. Vous les remplissez, check. Super. Les 4. Tu fais du vélo, Marc-Julien? Un peu, mais la dernière fois, je me suis cassé les 2 bras, donc je limite. D'accord, donc tu fais appel à Cyclo. Voilà, c'est ça. Voilà. Un nouveau client encore. C'est pas mal. Hein. Après, il n'y a pas de souci. Bon, le potentiel commercial de ton entreprise? Énorme. D'abord, on est déjà commercial oui. et particulièrement, on est commercial à l'international. C'est-à-dire qu'on est déjà à l'export. On couvre plus de 7 pays en Europe. 7 pays 7 pays en Europe, en plus Lesquels? de la France. Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne et depuis récemment la Belgique. Quelle belle entreprise française. Ouais. Ça, c'est génial. Hein. Absolument, oui. Tu as des perspectives aujourd'hui d'extension de gamme? Oui, alors aujourd'hui, le premier produit qu'on a développé, c'était un produit pour les personnes qui ont un diabète de type 1 et qui utilisent une pompe à insuline. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir... Il y en a beaucoup. Hein. Et il y en a beaucoup, mais surtout ce qu'on veut, c'est pouvoir aussi aider les personnes qui ont un diabète de type 2 et qui n'utilisent pas de pompe à insuline, ou des personnes de type 1 aussi qui n'utilisent pas de pompe à insuline. Et donc, grâce à la BPI, on va pouvoir financer le développement d'un produit qui va être l'automatisation, autant que faire se peut, du traitement des personnes qui utilisent des stylos pour pouvoir les aider et améliorer leur traitement et leur simplifier la vie. Alors justement, qu'est-ce que tu apportes concrètement BPI France? Alors en fait, BPI, depuis le début, nous accompagne. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire que Diabeloop, c'est vraiment le génie français par excellence, à la fois technique, à la fois médical, mais aussi le financement, puisque BPI nous accompagne depuis le début, à la fois à travers des PSPC ou des financements. Et là, récemment, en fait, on a gagné le concours Innov pour pouvoir justement développer et financer les études cliniques qui permettront de vérifier que cet outil, ce nouvel outil qu'on est en train de développer avec les stylos connectés, pourra effectivement être efficace et aider la vie des personnes qui ont un diabète type 1 et type 2. Mais ce que tu as vu comme c'est génial. C'est génial. C'est vraiment. Franchement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous de... Non, c'est vraiment. Allez-y, donnez votre réaction. Je découvre le produit aussi. Ouais. Oui, je connais personne avec le diabète, donc c'est bon. Mais c'est génial quand même. Ça touche beaucoup de personnes, du coup, le diabète? Alors, effectivement, c'est une bonne question. En France, il y a plus de 200 000 patients qui ont un diabète de type 1, à peu près 2 millions en Europe. Hein. Et c'est à peu près équivalent les personnes qui ont un diabète de type 2 et qui se traitent à l'insuline. Parce que nous, on s'occupe et on accompagne les personnes
qui ont un diabète de type 2 qui se traitent à l'insuline et qui sont en gros que 10% de l'ensemble des patients qui ont un diabète de type 2 qui, eux, se traitent soit en améliorant leur... soit en adaptant leur style de vie, et puis ensuite après via des médicaments pour retarder le plus, aujourd'hui pour retarder le plus longtemps possible l'évolution de la maladie et la nécessité d'être traité avec de l'insuline. Merci beaucoup à toi Marc-Julien. Si vous pensez à Cyclo, je vous donne un numéro de téléphone. 06 03 22 30 94, tu le connais. Une adresse mail, contact @cyclo, SICKLO.fr. Ça va? C'est parfait. Bon, ok. Voilà. Bravo à vous en tout cas. Merci. Bah, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Bravo pour votre dynamisme. Allez, on va recevoir une femme. Ça fait du bien aussi de recevoir des femmes sur ce plateau. Allez, parce qu'il faut plus de femmes, plus d'entrepreneurs. Mais oui. Elle lâche pas son sac en plus. Elle est venue. Personne ne peut toucher son sac. Elle est avec nous. Elle est sur le plateau. C'est Sophie Schuss, administratrice du groupe Vicat et présidente du MEDEF Isère. Et Romain. Ça va, Romain? Ça va, Patrice? Ça fait plaisir de te voir. De Tellier, président de Arc Industrie Group. Maintenant. Et vice-président du MEDEF Isère et membre du COMEX 40. Waouh, t'as tout dit là. Ok, je suis bon là? C'est bon. Ok, Là, je peux partir? Pas Ok, encore. salut. Merci On a beaucoup. encore besoin de toi. La question, elle va être posée par Catherine Apachette. À toi, Sophie, la première. Bon, vous êtes administratrice du groupe Vicat et depuis quelques mois, vous précédez le MEDEF Isère, si je ne me trompe pas. Oui. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le MEDEF Isère? Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Administratrice et propriétaire, tant qu'à faire. Ah là, attends, oh là là, on a attends. oublié ce détail, c'est très important. Attends. Alors, le MEDEF Isère, c'est un très beau challenge. C'est un challenge qui marche bien, puisqu'avant moi, il y avait un président qui était dynamique, qui était fort, qui est actuellement président de la CCI. Et donc, aujourd'hui, il y a une petite révolution avec mon arrivée, c'est qu'on a créé la transition écologique et économique. Et j'appuie sur le mot économique, parce que je pars quand même du principe, toujours les 3 P, hein, people, à vous, hein, les 3 P. Ouais. People, rentabilité et environnement, il faut le dire en français parce que si je le dis en anglais, je vais me faire engueuler. Donc les gens, voilà. Et en fait, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est faire cette transition avec les entreprises. Les entreprises du MEDEF Isère, c'est pas le 440, hein, on n'est pas à Paris, même si je suis aussi administrateur à Paris, c'est des petites entreprises. On a 80% d'entreprises de moins de 50 salariés, donc il faut les aider. Et grâce à ça, on a quand même la chance d'avoir la BPI. Alors, on a aussi quelques belles boîtes qui travaillent ou dont la BPI a pas mal d'actions dedans, donc qui nous aident à se développer un peu plus vite grâce à ça. Mais il faut les aider. Elles sont un peu perdues. On n'a pas de guichet unique. Le guichet unique, vous allez me dire, Patrice, c'est vous, hein? C'est ça? Bon, en tous les cas, il faut nous aider. Voilà. Et on a besoin de vous sur tous les domaines parce qu'aujourd'hui, en plus, à Grenoble, on a une ZFE très forte. Donc, on est obligé de se transformer. On a toute une série de batteries de taxes, de taxonomie qui arrivent par l'État avec les FRAG, les taxes européennes qui vont encore plus nous mettre la tête sous l'eau. Et on a besoin de ressortir. On a des boîtes comme Soitec, des boîtes qui doublent leur chiffre d'affaires, qui se multiplient à 1 milliard d'investissements pour ST Micro. Donc, on a vraiment des belles startups. Enfin, c'est pas des startups, des belles boîtes et des belles startups comme la tienne, enfin dans les tiennes. Et donc, on a besoin d'être aidés. Voilà. Et ça, c'est important. Tu as parlé des équipes de BPI France qui vous accompagnent. Ouais. J'en profite pour remercier les 3400 salariés de BPI France qui, tous les jours, les chargés d'affaires, le bac, le front office, sont au service, au quotidien avec vous, les entrepreneurs, pour vous accompagner avec nos partenaires bancaires, nos partenaires investisseurs, les régions et tout ça. Et coup de chapeau également à la région Auvergne-Rhône-Alpes, ici, chez qui nous sommes. Je crois que vous êtes également fixé une priorité excessivement claire pour votre mandat, la transition écologique et économique. Pourquoi cette priorité, ma chère Sophie? Alors, cette priorité, c'est pas parce qu'on est dans une ville où on est capitale verte, mais aujourd'hui, depuis même hier, je dirais, les entreprises, elles ont toujours su se transformer, se moderniser. Aujourd'hui, elles veulent faire la transition écologique. C'est pas demain, c'est pas 2050. On s'est mis des objectifs pour 2030, mais c'est pas 2030 où on va commencer, c'est aujourd'hui. Hein. Et on veut se transformer. On a du mal à se transformer parce que certains avancent le curseur beaucoup trop vite, sans nous donner de solution. Je vous donne un petit exemple. Les poids lourds aujourd'hui, quand vous achetez un poids
poids lourd, vous achetez un Euro 6D. Et les poids lourds, c'est critère 2. Il n'y a pas de poids lourd critère 1. À Grenoble, on n'aura plus le droit de rouler en critère 1 en 2025. Je ne sais pas très bien comment est-ce qu'on va faire. Donc, les entreprises, on a besoin de se parler, de se concerter, de se rassurer et de dire que tous ensemble, on va la faire, cette transition écologique, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe quel moyen. Il nous faut des moyens pour se transformer. Dans mon groupe, on va faire de l'hydrogène. L'hydrogène, ce n'est pas gratuit, c'est l'hydrogène vert. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit aidé avec des partenaires. C'est très important. Alors, autre entrepreneur à nos côtés, du mouvement des entreprises de France, du MEDEF aussi. Toi, Romain, tu es président d'Arc Industrie Group, dont l'activité est centrée sur essentiellement la tôlerie industrielle et la découpe au laser. Tôlerie industrielle, chaudronnerie. Voilà. Et je sais que tu as beaucoup collaboré avec BPI France, en particulier pour ta croissance externe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, je peux te faire un catalogue des produits, parce que je pense que je les ai presque tous utilisés. Vas-y. Donc, BPI m'a accompagné à la reprise de l'entreprise Arc en 2016, des prêts plus des contre-garanties, des projets d'investissement. On a investi 4 millions en 4 ans sur une entreprise qui faisait 3 millions de chiffre d'affaires. Pendant la période de crise Covid, PGE, prêt-rebond, et a été présent pour les premières acquisitions l'année dernière. Donc BPI France est un partenaire, un peu incontournable effectivement, et l'équipe de Grenoble est plutôt dynamique, et donc c'est assez sympa de travailler avec eux aussi. C'est ça. Toi, tu es également vice-président du MEDEF Isère, membre du COMEX 40, comme je le disais quand je t'ai présenté, donc du COMEX 40, du MEDEF national et du MEDEF Isère. Le COMEX 40, parce qu'on connaît les comités exécutifs, tu vois, Nicolas Dufour dirige toutes les semaines un comité exécutif de BPI France, mais le COMEX 40, c'est complètement différent. C'est quoi ? C'est un organe non statutaire déjà du MEDEF, et ça a été créé en 2019 pour les dirigeants de moyenne d'âge 40-45 ans qui sont là pour challenger le MEDEF. Donc au niveau national, et on a créé des franchises au niveau local. Okay. Donc on est là avec des dirigeants qui ont envie de changer un petit peu les choses, d'apporter un regard différent sur des enjeux sociétaux au sein du MEDEF, qui n'a pas toujours un regard ultra moderne. Alors ce qui est bien, c'est qu'en Isère, ça bouge. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, nous, on est très contents du MEDEF avec ce partenariat national que nous avons sur la tournée, parce que c'est très important. Ils nous l'ont dit, Patrick Martin en particulier, nous avait dit c'est très important de montrer que le MEDEF, comme tu le dis, bouge. Ah, ça bouge, oui. Voilà. Oui, vraiment. Et heureux d'accueillir le Big Tour ici. Depuis l'arrivée de Geoffroy Roux de Bézieux, il y a eu du changement. Déjà, on a eu de la place, et une vraie place. Et je peux vous dire qu'on est entendu, écouté. Il y a même notre présidente qui a une place au CESE, une place du MEDEF au CESE. Donc c'est aussi Roux de Bézieux montre qu'il laisse la place au COMEX 40. C'est très important tout ça. Je voudrais juste, Patrick, de rajouter que l'Isère, c'est un grand département. On a le Nord-Isère. En Nord-Isère, Patrick Martin est venu. Et on a pas mal d'adhérents qui adhèrent sur Lyon, même s'ils sont en Isère. Ils sont venus au BPI Tour il y a 2 jours et c'était vraiment génial. Mais remercier tes équipes en Isère, parce qu'on a la chance quand même d'avoir des grosses équipes. On a Sébastien Schmitt. Formidable, Sébastien. Pour la région, c'est vraiment un gros plus. Et puis chez nous, ici, localement, Julien Rampaza, je ne veux pas mal le prononcer. Dis-le. Julien Rampazzo, voilà, qui est vraiment très formidable des entreprises, et donc c'est agréable d'avoir tout ce tissu qui nous aide. Voilà, merci. Un grand merci. On adore cette équipe. Merci à vous. C'est en fait une cordée de Chamonix, j'allais vous dire, parce qu'ici, dans le I d'ailleurs de BPI France que vous avez sur le plateau, il y a à la fois le I international, innovation, industrie, on en parle aussi, et puis ces 2 points, c'est en fait vous, entrepreneur, et puis votre chargé d'affaires. C'est ça la vraie force, et de pouvoir le revoir ici sur ce festival des entrepreneurs, c'est une force qui est décuplée. Merci Patrick. Moi qui suis une petite fille de Lionel Terré, je suis quand même très contente de cette métaphore. Après, il y a de la montagne en dehors de Chamonix, et notamment en Isère. Voilà, il le dit. Donc je le dirai, les 2 points et le I de Isère. Voilà. Merci à vous, merci infiniment. Merci beaucoup. Donc on arrive quasiment à la fin de l'émission avec nos amis. Ben oui, tu as vu, c'est passé vite, c'est passé très vite. On a 2 personnes qui arrivent, on a une personne qui est là. On va parler du Dauphiné Libéré. Le Dauphiné Libéré, c'est notre partenaire média, Presse Écrite, qui fait partie du groupe EBRA, cher au Crédit Mutuel, qui est partenaire de la tournée. Et donc là, nous recevons, si je ne me trompe pas, c'est Lionel. C'est ça. Ça va Lionel ? Bonjour, merci de votre invitation. Ben, merci à toi, parce que d'habitude, c'est toi qui nous interviews. Donc là, on fait à peu près l'inverse, c'est plutôt sympa. Vous avez été super.
Non, mais je voulais démarrer par ça, parce que le Dauphiné, déjà, vous êtes super, mais là, vous avez été méga super. Vous avez fait une promo super pendant 15 jours de l'événement. Dans les moments les plus difficiles qu'on a connus encore ce matin, on se parlait avec Victor, etc., etc. Parce que c'est dur ce qu'on a vécu ce matin, on en parlera dans quelques minutes. Et puis, on a agi, vous avez réagi, vous avez informé tous vos lecteurs, les réseaux sociaux et tout ça. Vous êtes vraiment top. Alors, mon cher Lionel Arcé Menso, tu es directeur, toi, départemental Isère, de ce beau titre. Et je voulais aussi te dire que pendant les périodes qui ont été compliquées, depuis le mois de mars 2020 jusqu'à maintenant, avec ce qu'on a connu sur l'épidémie, sur le Covid et tout ça, vous avez fait du bien. Vous avez fait du bien parce que vous avez parlé de sujets dont on ne parle jamais, c'est-à-dire souvent des succès. En France, des fois, on est jaloux des succès. C'est pas possible. Et donc, vous avez mis à l'honneur des chefs d'entreprise locaux, régionaux, régulièrement, qui ont fait cette différence. Et ça, c'est formidable. Je le disais hier soir avec les gens de la métropole, je le disais avec les gens de la région, je le disais avec Madame la députée ce matin, c'est ça qui est important. En fait, c'est une équipe de France forte. Et donc, vous êtes venu nous parler du Dauphiné libéré et de son action pour accompagner justement toutes ces entreprises locales. Parce que vous laissez personne au bord de la route au Dauphiné. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, je vais déjà vous remercier pour ces mots très sympathiques à l'égard de mon journal. Effectivement, depuis quelques années, le Dauphiné libéré a pris un parti. Avant, les journaux régionaux parlaient des entreprises quand ça allait mal, souvent quand il y avait un climat social dégradé, quand il y avait des suppressions d'emplois. Et depuis une quinzaine d'années, on a pris un virage à 180 degrés pour justement nous tourner vers les entrepreneurs locaux et raconter leur success story, la façon dont ils animent le territoire. Et nous, le Dauphiné libéré, évidemment, nous avons un rôle à jouer à la fois pour informer nos lecteurs de l'ensemble des activités qui se produisent sur notre territoire. Notre ADN, c'est la proximité thématique, d'une part, en informant les gens sur les thématiques qui les intéressent, la culture, le sport, le social, évidemment l'économie et la visite d'entreprise. Et puis aussi cette proximité que l'on peut trouver sur le plan géographique. Nous sommes un journal local. Mais être le Dauphiné libéré, c'est pas seulement ça. C'est aussi offrir des solutions de publicité pour les entrepreneurs locaux, afin qu'ils puissent toucher leurs clients. Et enfin, nous sommes un acteur du territoire et nous organisons pas mal d'événements sur le territoire, justement pour mettre en lien à la fois les clients et nos annonceurs. Et puis également montrer que ce territoire est vivant, dynamique, et on travaille très fort là-dessus. C'est ça qui est important. Alors, est-ce que quand tu parles de ce département, tu en parles avec une grande conviction? Parce que c'est un très beau département. Je n'ai pas eu le temps de le visiter, mais hier soir, beaucoup de gens m'en ont conté. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ce département? Qu'est-ce qu'on y découvre? Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, c'est un département magnifique. Alors, je ne suis pas isérois, moi je suis haut-alpin, mais j'adore la montagne, je suis un alpin avant tout. Et c'est vrai que dans ce département, les vallées de montagne sont magnifiques, tous les massifs sont superbes, mais il y a également des pépites à aller chercher dans le Nord-Isère, qui est beaucoup plus plat, évidemment, au niveau de sa topographie, mais où l'on trouve aussi pas mal de gens qui entreprennent, qui sont solidaires entre eux. Et je trouve que nous, notre vocation en tant que journaliste, on rencontre souvent les gens dans les moments les plus forts de leur vie, qu'ils soient des moments négatifs ou positifs. Et ici, je peux dire que nous sommes servis parce qu'il y a vraiment une vie qui est superbe dans ce département. Une activité économique et au niveau de l'innovation qui est assez exemplaire, puisque le département est un des premiers en France pour l'innovation. Et nous, notre rôle, c'est d'être au relais de tout cela. Et c'est un régal pour les journalistes, justement, de pouvoir se confronter à cette actualité-là. C'est toujours mieux que de devoir aller chercher l'actualité quand elle n'est pas là. Et là, on voit autour de nous plein de choses qui nous permettent de nourrir nos colonnes et notre site Internet. Katrina, tu as peut-être un message à donner sur cette belle région? Ou une question à poser? Moi, je suis fan de cette région parce que quand je suis arrivée en France pour la toute première fois en 2006, je suis arrivée directement ici, en fait, à Grenoble, à Bernin précisément. Et du coup, je dois beaucoup à cette région parce qu'elle m'a apporté beaucoup de bonheur et beaucoup de choses. J'ai notamment même gagné le championnat de France ici en Grenoble en 2007 avec Maxime de Remez. Oui, c'est ça. Et toute sa famille vient de la région, donc on a pu non seulement gagner dans la région, mais aussi partager ça avec toute sa famille, avec tout le monde. Et la région est juste fabuleuse. Les montagnes sont fantastiques, les produits locaux sont extraordinaires, les gens sont super accueillants. Les gens sont généreux. Oui, en fait. très, très généreux. On sent cette proximité humaine. Hier soir, on a fait un dîner donc,
avec la métropole, on a fait un dîner avec le président du club des brûleurs de loups, et ils m'ont parlé avec cœur, avec passion, de votre département. Et une fois de plus, je voulais te le dire, mon cher Lionel, un très grand merci pour avoir fait cette belle couverture, de nous avoir accompagnés depuis plus de 15 jours, de parler, parce que ce qu'on va se dire maintenant n'est pas un moment facile, mais c'est la vie, et il faut toujours se dire les choses. Voilà, merci infiniment Lionel. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup, et on va recevoir 3 invités en même temps, parce qu'on arrive quasiment à la fin de l'émission. L'un, je lui avais demandé de rester, c'est Jacques Robot. Ok. Donc il va être là. Ah, il mais revient. Bien sûr, Jacques revient. Allez, venez, Allez. rentrez Super. naturellement. Rentrez naturellement. Venez sur le plateau. Venez naturellement sur le plateau. Ça s'appelle une solidarité où nous avons un président de club, où nous avons la métropole et nous avons la députée. Voilà. Ça s'appelle la France unie, tout ça. Donc c'est plutôt très beau. Et il y a des moments où on doit dire les choses. Quand ça ne fait pas toujours plaisir, mais il faut savoir les dire. Et je dois vous dire que c'est pas facile ce qu'on a vécu ce matin. Depuis 4 heures du matin, vous savez, il y a 120 personnes qui montent, qui démontent pendant 10 mois la tournée. Du 5 mars, on a démarré à Strasbourg et on va terminer aux Antilles au mois de novembre. Et patatras, il s'est passé un truc pas terrible. Les intempéries. Et donc, au vu des intempéries depuis l'installation, je vous dis 4 heures, 5 heures du matin, et vu l'état des terrains, les prévisions annoncées pour la fin d'après-midi, en vigilance orange, voire quasiment rouge, les orages, les grosses averses. Et après consultation avec toutes les équipes, vous voyez les images en ce moment, vous voyez vraiment des images pas catastrophiques, mais quasiment. Eh bien, nous avons décidé, en fait, de faire cette émission, de maintenir l'émission. Je peux dire qu'au début de l'émission, tu étais là, Jacques, c'est tombé et tombé. Mais par contre, on ne voulait pas prendre de risques avec le public, de 17h à 20h pour le village, pour le concert, de 20h à 23h, parce qu'il y a des risques, tout simplement, ce qu'on appelle d'électrocution grave des artistes et du public, parce qu'il y a beaucoup de fils, c'est le principe de la tournée aussi. Et donc, nous avons souhaité trouver une solution pour maintenir l'émission, ce qui a été fait, et je remercie beaucoup la ville, beaucoup la métropole, beaucoup les élus, parce que pendant 2 heures, nous avons pu échanger avec des entrepreneurs formidables. Par contre, on a dû annuler, malheureusement, ensemble, je tiens bien à le dire ensemble, le village et le concert. Et on est... Mais je sais, il y a eu beaucoup de pleurs depuis ce matin. Tu avais envie de danser, les autres avaient envie de chanter. Skip the Use. Des centaines, des milliers de personnes sont venues. Alors, vous êtes Isérois, vous êtes Grenoblois, vous êtes invités sur toutes nos dates. Et c'est vrai qu'on est peiné du fond du cœur, on est désolé, mais ça nous paraît la meilleure solution avec Jacques, qui a fait partie du comité de décision ce matin. Jacques a fait partie des gens qui, depuis le premier jour, m'a dit, avec le président Wauquiez, quand il faut passer dans cette très belle région, il faut passer par Grenoble. Et il a raison, on va en parler avec vous dans quelques minutes, mais c'était bien pour la sécurité du public, pour la sécurité des équipes. C'est pas facile, mais c'est quelque chose de fondamental et sur laquelle on ne peut pas déroger, et je voulais prendre aucun risque. Donc ça n'a pas été facile, mais c'est la vie et c'est comme ça. Quelqu'un qui nous aime aussi beaucoup dans cette région, qui est beaucoup avec nous, il est en duplex avec nous, de Paris, et c'est le ministre délégué auprès de la Première ministre chargé des relations avec le Parlement. Donc il y est en ce moment, de la vie économique, de la vie démocratique, il est juste sorti. C'est Olivier Véran, et je voulais te remercier du fond du cœur, tu es avec nous, et je voulais te dire tout simplement bonjour Olivier, c'est à toi. Bonjour Patrice, bonjour à tous, et surtout bonjour Grenoble. Je ne suis pas avec vous aujourd'hui physiquement, mais je suis avec vous à distance pour la venue très importante de ce Big Tour dans la capitale des Alpes. Pourquoi est-ce que vous êtes dans la capitale des Alpes? Parce qu'on est un écosystème particulièrement innovant. On sait faire des nanos avec le CEA, avec les entreprises dans le domaine du médical, petit clin d'œil appuyé à la French Care bien sûr. On sait aussi produire, on a des industries, on continue de les implanter. À Grenoble, un pourcentage non négligeable des entreprises étrangères sont des entreprises américaines, dans l'informatique, dans le numérique en général. Vraiment cet écosystème, il nous est envié, il fait d'ailleurs de cette région, de notre belle région, un des piliers de la construction européenne, un des piliers des échanges à travers les frontières européennes et à travers le monde. Dans ma circonscription en particulier, on connaît déjà le plein emploi, ça fait des années, et aujourd'hui l'objectif, l'enjeu majeur, c'est de former les compétences de demain, des techniciens supérieurs, des ingénieurs. On est en train de créer de la richesse et du développement. Moi j'ai envie de vous dire, installez-vous ici, continuez à créer, continuez à innover, à développer. Nous l'État, on est à vos côtés, vous pouvez compter sur nous. Merci Olivier, merci à toi.
Nous avons la chance d'accueillir sur ce plateau la députée Servane Hugues. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui. Ça va. Et Mélina Éringer. Bonjour, vice-présidente tourisme, attractivité, innovation et qualité de vie ici pour cette belle métropole de Grenoble. Et puis, Jacques Rebaud qui revient. Je te l'avais dit, tu n'étais pas prévu de revenir, mais je dis reviens à la fin. Ouais, ben voilà. Voilà. Vous êtes toute jeune nommée là. Tout à fait. C'est génial. Oui. C'est quoi votre parcours? Alors écoutez, moi je suis professeure des écoles de formation. Donc c'est vrai que tout ce qui tourne autour de l'éducation, de la jeunesse, la formation et l'orientation, ça me parle beaucoup. C'est un de mes chevals de bataille. Je crois que c'est important et le Big Tour le prouve, de mettre en relation des entrepreneurs qui croient en leurs rêves, qui innovent, qui embarquent comme ça tout un territoire dans une dynamique. Et je pense que nos jeunes ont besoin d'avoir ces exemples et de pouvoir s'appuyer sur eux pour aller aussi jusqu'au bout de ce qu'ils veulent entreprendre. Alors comment vous allez, en tant que député, porter le marché de l'innovation sur Grenoble? Eh bien écoutez, je vais aller à la rencontre des entrepreneurs. J'ai déjà commencé à faire ça lors de la campagne. Ça m'a beaucoup enrichi sur des domaines que je ne connais pas forcément. Mais en tout cas, voilà, je vais continuer à mener ces rencontres. Et puis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en lien, faire des passerelles entre les jeunes qui ont besoin d'être aiguillés, accompagnés dans leur force vive de vouloir créer des choses, mais qui sont quand même dans une période délicate avec tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous continuons de vivre dans un contexte mondial qui fait un peu peur. Donc je pense qu'il faut qu'on remette un peu d'espoir, même beaucoup d'espoir. Avec beaucoup d'envie aussi. Hein. Voilà, tout à fait. De l'envie, voilà. De l'envie et encore de l'envie. Donc merci de pouvoir, c'est vrai, proposer ce Big Tour, parce qu'il faut qu'on en ramène la jeunesse, parce qu'il y a vraiment des très belles choses à faire avec eux. Un contact, quand on vous voit, quand on vous entend, on le sent, cette envie. Hein. Elle est passionnée. Oh, j'adore. C'est ce qu'il faut. On a besoin d'élus comme vous, de terrain passionnés, qui aiment en fait leurs concitoyens et qui travaillent pour eux. Voilà, le message, il est passé. Merci. Mélina, alors, vous, qu'est-ce qu'un COP-Aventure? COP-Venture. COP-Venture, c'est le modèle qui existe avec la French Tech, issu de la French Tech à l'origine. C'est une nouvelle dynamique d'investissement. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que je pense que ça reprend l'esprit pionnier qu'on retrouve à Grenoble, sur le territoire Grenoble-Alpes. Et puis surtout, ça a cette volonté de penser la société aussi différemment, de passer d'une économie parfois quantitative à une économie qualitative. Donc, COP-Venture, c'est des fonds d'investissement patients sur des startups. On en a beaucoup à Grenoble. On est la première ville des startups en France avec les brevets. Et donc, c'est de permettre, effectivement, en tout cas là sur les startups du numérique, de s'implanter sur Grenoble, mais pas forcément de vouloir grossir à tout prix pour être vendu, mais de rester sur notre territoire. Donc, c'est un fabuleux partenariat public-privé. C'est-à-dire que la métropole accompagne ce fonds patient, fait confiance à ces startups et pour avoir en fait finalement un circuit virtueux. C'est que si les startups fonctionnent, elles vont elles-mêmes financer ce fonds pour les prochaines startups, s'installer et pousser à une industrialisation mesurée. On vient de me donner le chiffre en direct, tu le vois en même temps que moi. Ah oui. Vous êtes 975 000 personnes à nous suivre en direct. Ouais. C'est vachement bien pour Grenoble. C'est sûr. Ah ben, pour une émission, on n'est pas loin du million, donc c'est pas mal du tout. Pas hein. mal. Parce que souvent, sur une journée, on est à 1,2 million, 1,4 million, donc c'est... Tu vois, il se passe quelque chose à Grenoble. Il se passe quelque chose à Grenoble, exactement. Un truc, là. Vous agissez dans l'innovation. Parlez-nous un petit peu de votre politique d'expérimentation. Notre politique d'expérimentation, c'est permettre aux entreprises du territoire d'être leur terrain de jeu. Parce que souvent, en fait, on revendique d'être pionniers et puis finalement, nos entreprises... Elles vont exporter leur savoir-faire ou pas vraiment pouvoir tester ce qu'elles innovent, là où elles innovent. Et c'est de leur dire, nous, on s'associe, public, nos politiques publiques, à vous, entreprises privées, pour vous aider à être votre terrain de jeu. Ça nous permet non seulement d'être innovants dans ce qu'on peut mener, mais aussi de faire des tests et de porter les politiques de demain. C'est ça qui est important. Alors vous agissez sur... toute cette innovation, on le sent ici, les universités, on l'a vu tout à l'heure avec la Deep Tech. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler du Forum 51 ?
du Forum 5i. Alors, le Forum 5i, c'est vraiment mettre en avant l'ensemble des innovations. C'est aussi faire venir et faire connaître Grenoble avec des investisseurs et puis avoir un forum qui, dans la ville, avec l'ensemble des partenaires, fait tout ce qui est innovation. Alors là, c'est plutôt de la green tech. Vous savez que Grenoble est capitale verte européenne 2022 et donc toutes les technologies favorables à la green tech qui vont pouvoir s'exposer. Super. Jacques, tu viens d'entendre beaucoup de choses, beaucoup de dynamisme dans ton territoire. Tu es fier de ton territoire. Mets-le en face du micro. Mets-toi en face du micro parce que voilà. Ouais. Et tu fais partie, toi, de cet élément excessivement positif. Quand vous allez à la patinoire des Brûleurs de l'eau, c'est plus qu'un match. Hein. C'est une expérience formidable. Oui, tout à fait. On est vraiment sur cette approche spectacle. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais effectivement, c'est de rendre au territoire ce qui nous a apporté. Nous sommes nés, nous avons grandi sur ce territoire. J'ai 54 ans, donc ça fait 54 ans que j'évolue dans cet environnement. Et il nous a tellement apporté qu'on a envie de lui rendre. Et quand on arrive dans une deuxième période de carrière professionnelle, eh bien, on a envie de rendre ça et de voir une patinoire en ébullition, voir tous ces gens qui partent avec le sourire, avec du plaisir. C'est une façon de dire merci à notre territoire. C'est exactement ça. Merci beaucoup à toutes les deux, à tous les trois, d'être venus ici en direct. Ce qui est très important, c'est de pouvoir se dire les choses, de vivre ensemble. Et une fois de plus, on a décidé de n'oublier aucune zone. Donc aujourd'hui, on n'a pas pu ouvrir le village, ça arrive. Nous serons donc samedi tous en direct de Ajaccio. Ensuite, on enchaînera bien évidemment avec une date qui est très, très, très importante, qui est une date d'Aix-en-Provence. On parle aussi beaucoup d'innovation, comme ici à Grenoble. La force des femmes que vous êtes, la force des hommes que tu es, ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que vous aimez votre territoire avec passion, avec énergie, avec simplicité, avec beaucoup de proximité humaine. Merci au président de la métropole aussi de nous avoir accueillis. Merci à Wilfried qui a fait une très très bonne coordination. Merci à toutes les équipes, vraiment. Merci aux équipes techniques. Je vous oublierai jamais. Les 120 personnes qu'on s'est vues ce matin très très tôt ici à Grenoble, c'est une vraie machine. Pas une machine de guerre parce que j'aime pas ce mot-là. C'est une machine humaine. Incroyable. Donc je voulais tout simplement vous dédier à vous, bien sûr les Grenoblois, mais aussi à l'équipe technique, vous les femmes, vous les hommes, d'avoir assuré grave durant toute cette journée, d'avoir monté, d'avoir démonté, de partir sur la prochaine étape. Vous êtes exceptionnels. C'est ça la France, c'est ça BPI France. Et j'ai envie de vous dire 3 mots ce soir. Quand on parle d'investissement, c'est liberté, égalité et investissez. Salut, générique!